Bonsoir à tous, merci d'être présent ici au lieu unique. Je suis Patrick Guiguer, je suis le directeur de ce lieu. Très heureux de vous recevoir, le CNAM Pays de la Loire pour ce cycle de conférences. C'est la deuxième saison de ce cycle de conférences, le goût de l'avenir. Celui-ci organisé dans nos lieux. Nous sommes très heureux de cela puisque nous avons un partenariat qui a été initié depuis quelques mois avec le CNAM qui va durer, on l'espère, qui va se concrétiser aussi durant l'été prochain à travers une grande exposition autour des questions numériques qui s'appellera Ultima, qui ouvrira pour le voyage à Nantes 2015. Mais avant cela, on se penche sur l'avenir. Il y a un cycle de 4 conférences, en tout cas ici, 7 je crois en tout, mais 4 au lieu unique. Et évidemment, l'avenir, ça nous intéresse, puisque, comme le dit le philosophe, c'est là où on va passer la majorité de notre existence, a priori. Et évidemment, les questions d'avenir nous intéressent aussi au lieu unique, puisque la question de l'utopie est centrale dans ce lieu, d'alternative, de réflexion sociétale entre les géopolitiques, des événements comme les rencontres de Sophie, les rencontres de société. On a à peu près 80 à 100 rencontres sur la saison, en parallèle du spectacle vivant et des autres propositions de type exposition, projection, soirée au club, et que sais-je. Peut-être que vous entendrez d'ailleurs du bruit un peu ce soir, après la conférence, puisque Vincent Macaigne, un très grand monsieur du théâtre contemporain, un peu survolté parfois, est là ce soir pour 3 soirs. Ça commence à 20h, donc vous pourrez éventuellement vous glisser si vous arrivez à attraper une place après cette conférence, mais je pense pas, ça sera tellement passionnant que vous serez là encore jusqu'à 20h30, 21h, que sais-je. Voilà, donc Vincent Macaigne, là pour 3 soirs, jusqu'à minuit. Il y aura, ne vous inquiétez pas, hein, des gens nus couverts de sang qui vont courir dans le lieu unique, ça va être super. Voilà, mais on ne parle pas de ça ce soir, on parle de nature et de biodiversité avec un très grand spécialiste que je vais laisser présenter, Yannick Lefebvre, Xavier Noël. Merci. Merci Patrick. Yannick Lefebvre, je suis le directeur du CNAM des Pays de la Loire. Deux informations qui sont passées à la radio aujourd'hui et qui illustrent bien le propos qu'on va tenir autour de cette série de conférences intitulée Le goût de l'avenir. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques mois, un embryon a été opéré dans le ventre de sa mère. D'une maladie rare, il avait des vertèbres collées et s'il était né dans ces conditions, il aurait souffert d'une déficience corporelle tout au long de sa vie. L'enfant est né ce matin, il va bien et tout est mieux pour le meilleur des mondes. Et puis aujourd'hui également, on a quelque chose de tout à fait particulier, c'est la journée mondiale des toilettes. Parce qu'un milliard d'individus n'ont pas accès au lieu d'aisance aux toilettes et qu'indépendamment de ce manque de confort, c'est également la cause de la propagation d'une multitude de maladies à travers le monde, de mortalité infantile, etc., etc. Et donc, on se pose la question de savoir, les uns et les autres, si la science a la capacité de répondre à toutes les aspirations humaines, si la logique de progrès qui a porté l'humanité, enfin je dirais pas l'humanité, je dirais la population européenne est quasi mondiale depuis le siècle des Lumières, si cette logique qui a tendance à nous laisser croire que éternellement nous aurons la capacité de progresser, est porteuse aujourd'hui d'un espoir pour l'humanité et peut-être partagée par l'ensemble des individus. On a voulu donc organiser ce cycle de conférences autour d'une interrogation autour du progrès, tout simplement parce que on sait que la science est capable de tout, et la science ne se pose pas la question de savoir si les conséquences seront le meilleur ou le pire. C'est à nous de savoir comment nous faisons pour que les découvertes humaines soient aient les meilleures répercussions pour l'humanité.
On aura donc tout au long de cette année une série de conférences qui vont nous emmener sur toutes les questions qui touchent au progrès, à la biodiversité, au réchauffement climatique, aux questions de gouvernance. Et il m'a semblé très utile que la première conférence et les 4 qui vont avoir lieu se déroulent au lieu unique, parce que le CNAM est un peu loin. Le CNAM est dans la zone universitaire de Nantes, et il nous a semblé qu'il était plus utile d'inscrire au cœur de la cité ce débat autour de la science et de la société. J'oublierai pas les partenaires, parce qu'il faut toujours les citer. On a un partenaire financier, bien entendu, qui nous permet de vous accueillir gratuitement. Il s'agit de la région des Pays de la Loire, et puis de la ville de Nantes, ou de la communauté urbaine, parce qu'ils n'ont pas encore tranché, mais sachez que l'agglomération nantaise nous accompagne. On est bien entendu partenaire avec le lieu unique, et ça a du sens pour nous de développer non pas des partenariats, mais des aventures et des histoires communes avec le lieu unique. Nous partageons des ambitions ensemble. Futurible International, que certains d'entre vous connaissent, est un partenaire avec lequel nous avons travaillé sur la constitution d'une ligne éditoriale partagée. Nous avons également le Collège des transitions sociétales. C'est un outil de formation que le CNAM des Pays de la Loire et l'École des mines de Nantes ont créé l'année dernière, et qui là aussi vise à armer conceptuellement les différents décideurs de la région sur les questions de transition. Et j'aurais tendance à penser que ce qui nous réunit aujourd'hui sur cette question du partage entre sciences et société, c'est bien entendu comment on organise les transitions aujourd'hui, comment on fait pour que la formidable aspiration qu'on peut voir dans le numérique, par exemple, qui est un outil exceptionnel de partage de connaissances, de co-construction, peut être également un formidable outil de coercition, d'analyse des données individuelles, etc., etc. Et donc c'est sur toutes ces questions-là que nous avons souhaité partager avec vous et avec les meilleurs spécialistes de France. Je vais laisser maintenant Xavier Noël, qui est en charge de la diffusion de la culture scientifique et technique chez nous, vous présenter le cycle, et puis 2, le conférencier d'aujourd'hui. Merci. Merci. Voilà, bienvenue. Donc ce soir, nous ouvrons un cycle de 7 conférences. Donc ce que nous avons souhaité faire, c'est interroger la notion de progrès. Et donc en introduction, en prologue, en fait, il nous a semblé intéressant de voir le progrès dans ses relations avec le vivant, donc de faire en fait, une grande mise en perspective ou de décaler les choses. Voilà, donc on démarre comme ça, avant finalement de parler de progrès et d'innovation, puisque dès lors qu'on pense au mot progrès, on associe évidemment des innovations technologiques dont il sera question à la prochaine conférence. Alors ce que nous aborderons aussi au travers des différentes conférences, donc il y a bien sûr les objectifs de l'innovation. Est-ce que c'est d'améliorer la condition humaine, d'améliorer les relations entre les personnes? Est-ce que c'est d'améliorer la vie dans la cité et aussi bien sûr d'améliorer la relation à la nature? Donc on évoquera ces choses-là. On évoquera aussi ce que nous voulons savoir et découvrir. Qu'attendons-nous du progrès scientifique? La relation évidemment entre progrès scientifique et technique. Et puis après, on va avoir un autre focus qui est finalement l'action politique. Donc la politique n'est certainement pas impuissante, puisqu'elle peut modifier le cours de choses qui sont réputées ou que l'on peut considérer comme inéluctables. Et donc pour en faire la démonstration, on fera aussi des retours sur l'histoire, des progrès qui ont jalonné l'histoire. C'est important aussi, quand on fait ce type de réflexion, de faire des retours en arrière, et de faire aussi des retours en arrière au vu de la prospective, c'est-à-dire une prospective qui a été faite il y a 30 ans, comment s'est-elle vérifiée ou pas. Donc ces allers-retours sont évidemment très intéressants. On parlera aussi, puisqu'il s'agit de vivre en société, d'économie collaborative. Donc l'économie collaborative
et peut-être considéré comme un progrès. Et puis bien sûr, donc Yannick Lefebvre l'a évoqué, il y a la question du numérique, parce que on voit évidemment qu'avec le numérique, beaucoup de transformations sont à l'œuvre, mais évidemment, comment qualifier ce que le numérique apporte ou pas en matière de progrès. Alors bien sûr, ce n'est certainement pas en cette conférence qu'on pourra aborder toutes les notions autour du progrès. Donc là, on a un certain nombre de points d'entrée. Ce que l'on fera, bien sûr, il est possible que dans une saison 3 du Goût de l'avenir, eh bien, on continue à interroger cette notion de progrès. Et donc, notamment, vous pourrez, parce que c'est important qu'on ait votre retour, dire ce sera intéressant d'aborder tel sujet, parce qu'il nous semble très utile de pouvoir co-construire, comme on dit, avec vous, le public, un certain nombre de souhaits, justement le fait d'explorer des sujets qui peuvent être des sujets de controverse. Donc on sait bien que le progrès lui-même est un sujet de controverse et qu'autour de ça, eh bien, on peut explorer d'autres sujets de controverse. Alors sur le plan pratique, comment ça va se dérouler ? Donc ces conférences font l'objet d'une captation, donc elles sont filmées, ce qui fait qu'après sur le site du CNAM Pays de la Loire, donc dans la partie consacrée au goût de l'avenir, eh bien vous pourrez évidemment revoir ces conférences. Nous sommes aussi attentifs, donc ça c'est beaucoup de choses que nous faisons dans le pôle culture scientifique et technique, d'avoir des modes de médiation. Alors la saison 1 avait comme mode de médiation du théâtre, donc avec, voilà, parfois ça aide effectivement à comprendre des concepts qui peuvent être un peu abstraits, et donc notamment lors de la saison 1, eh bien il y avait une conférence qui était consacrée aux monnaies complémentaires, aux monnaies locales, et donc pour se représenter une chambre de compensation, ce qui est quand même pas si facile que ça, eh bien il y avait des comédiens qui d'ailleurs faisaient participer le public et qui tiraient des fils de toutes les couleurs dans la salle. Effectivement, ça a aidé à se représenter les choses. Au lieu d'ailleurs de tirer des fils, on peut aussi dessiner. Et donc ce soir, nous aurons, et donc pour ce cycle de conférences, du dessin en direct. Donc voilà, donc nous accueillons Guf, qui va en fait, au fur et à mesure que va se dérouler l'exposé de Pierre-Henri Gouillon, eh bien faire des dessins. Alors bien sûr, vous-même, comme vous avez la possibilité de poser des questions, donc vous pourrez poser des questions à la fin, on fera une partie débat, et puis vous pourrez aussi, voilà, le premier dessin est produit, en fait ça va très vite, et donc n'hésitez pas aussi à dessiner ce qui vous passe par la tête, et donc on affichera bien sûr les dessins. Donc vous pouvez voilà, poser des questions si vous en sentez la capacité, poser des questions en les dessinant, hein. Vous pouvez dessiner une question. Donc voilà, dessine-moi un mouton ou dessine-moi Dolly, hein, puisqu'on parle de progrès, hein, donc le fameux clone. Voilà, donc vous pouvez poser des questions dessinées, vous représentez le progrès, enfin voilà, n'hésitez pas, c'est en toute liberté. Alors aussi un point important pour prolonger la réflexion, donc il y a une table avec un certain nombre de livres, donc évidemment il y a des livres de Pierre-Henri Gouillon, mais également d'autres auteurs, et d'autres auteurs d'ailleurs avec lesquels il travaille. Donc merci à la librairie Vent d'Ouest qui est également partenaire de ce cycle de conférences. D'ailleurs Pierre-Henri Gouillon, si vous le souhaitez, pourra bien sûr signer des livres, hein, donc après cette conférence. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, donc, votre interlocutrice sur ce cycle de conférences, eh bien, c'est Sophie Barès, hein, qui est dans le fond. Donc, merci aussi à Sophie d'avoir travaillé à la préparation de ce cycle de conférences. Et puis, donc, avant de présenter Pierre-Henri Gouillon, je voudrais aussi dire que nous allons faire une autre manifestation sur le vivant, des questions autour du vivant, donc avec un colloque qui aura lieu les 7 et 8 janvier. Donc à l'entrée d'ailleurs, il y a des informations à ce sujet-là. Donc c'est un colloque qui a été préparé par Georges Bertin, d'ailleurs qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Voilà, donc ça veut dire qu'il y aura également un prolongement de ces réflexions, donc avec des spécialistes, hein, ce sera un colloque interdisciplinaire et international, donc 7 et 8 janvier au CNAM.
Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Sûrement plein de choses. Voilà, ben non, c'est l'essentiel en matière d'organisation. Alors, donc Pierre-Henri Gouillon, donc il nous a semblé très intéressant de le faire intervenir parce que donc bon, il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, mais il a également bien d'autres fonctions. Ce qui nous a semblé intéressant aussi, c'est que donc il a d'abord un parcours scientifique, et puis ensuite, il s'est intéressé à la philosophie parce que il en parlera lui-même, mais donc la question de la philosophie, est-ce que la philosophie de nature a aidé à comprendre la place de la science et donc l'histoire de la science, la relation de la science à la société. Donc c'est évidemment très intéressant qu'il y ait ce lien-là. Et puis également, bien sûr, son parcours en agronomie et évidemment le rôle qu'il joue dans les comités d'éthique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Voilà, donc bienvenue à Pierre-Henri Gouillon. Donc un temps de conférence et puis après, bien sûr, un temps d'échange avec lui. Merci et bienvenue. Ah, c'est bon. Bonsoir et merci d'être là. Je voudrais donc vous parler d'évolution, de progrès, et on va commencer par parler un peu de la nature et de la biodiversité, parce que l'évolution, ça ne se comprend pas sans biodiversité, et que la nature, ça ne se comprend pas sans biodiversité. Donc, quand on parle de biodiversité, déjà, là, je vous ai mis des bactéries, parce que peut-être par les gens les oublient, mais vous savez que le plus gros de la biodiversité sur Terre, c'est quand même d'abord les bactéries. Il y a aussi surtout des plantes et puis quelques animaux. Et quand on présente la biodiversité, souvent, il est de bon ton de présenter toute une série de photos pour faire montrer que c'est joli, que c'est bien la biodiversité. Alors ça a deux défauts majeurs pour moi. Le premier, c'est que ça présente le premier, au fond, c'est quand même que c'est un peu manipulatoire, parce que si on choisissait d'autres types de bêtes, tout de suite, ça donnerait une image beaucoup moins positive de la biodiversité. Et donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est plus grave, en fait, c'est que ça donne de la biodiversité une image de collection de timbres. Des trucs qui sont là, voilà, les uns à côté des autres, alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, la nature. La nature, c'est pas une collection d'objets. La nature, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et c'est la première chose dont je voudrais vous convaincre. Alors, c'est difficile parce qu'on n'est pas dans cette vision-là du monde, et ça, c'est quelque chose que je trouve très curieux. On a fabriqué une société dans laquelle tout bouge tout le temps. Tous les gens qui ont un âge comparable au mien en sont horriblement convaincus parfois, mais et pourtant, on aimerait que ce monde soit stable. Et d'ailleurs, alors, quand on regarde l'histoire des sciences, l'histoire de la biodiversité, au début, on a reconnu très rapidement qu'il y avait des espèces. Il n'y a pas besoin d'être un humain pour reconnaître des espèces. Un chat reconnaît très bien une souris d'un chien, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces espèces? Au début, on a pensé que les espèces pouvaient se transformer les unes dans les autres. Ça, vous voyez, c'est une plante dont on disait dans les ouvrages de botanique du XVIIe siècle que cet arbre avait des feuilles qui tombaient dans l'eau et qui se transformaient en poisson, et d'autres feuilles qui tombaient sur le sol et se transformaient en oiseaux. Et c'était dans tous les traités de botanique du XVIIe siècle. Voilà, quand on a le premier type qui a inventé le microscope s'appelait Van Leeuwenhoek, immédiatement il a découvert ses propres spermatozoïdes, et tout de suite on a dessiné ça, un petit bonhomme qui était dans le spermatozoïde. Ça, c'est un truc qu'on raconte encore aux enfants en plus, parce qu'il y a un problème avec la biologie, c'est qu'il y a des fables qui se sont faites, et puis on continue à raconter les fables aux enfants. On continue à dire aux enfants, le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Faut arrêter de dire ça. La graine, c'est les femelles qui les produisent. C'est la maman qui produit la graine. Ce que le papa met dans le ventre de la maman, c'est presque rien. C'est juste un petit spermatozoïde qui va permettre à la mère de faire la graine. La graine, c'est le produit de l'activité femelle de la plante. Et bon, je suis désolé si je vexe. Désolé si je vous vexe, messieurs, mais c'est comme ça. Donc, à l'époque, on prenait les choses tout à fait au premier degré. Et on pensait que si la graine en question tombait dans le sol et non pas dans une femme, ça fabriquait une plante hybride, la mandragore, qui était une plante supposée être la germination de la semence humaine dans le sol. Bon. Donc, voilà, on pensait que tout pouvait se changer en tout. Et puis, au XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que ces métamorphoses, donc la métamorphose, au sens ancien du terme, c'est le passage d'une espèce dans l'autre. Ça n'existait pas. Et donc là, au XVIIIe siècle, tout va changer. On va commencer à ordonner la biodiversité sur une base, justement, fixe. Donc Linné, le grand naturaliste du XVIIIe siècle, va reconnaître
va reconnaître donc des espèces, et ces espèces, il va les regrouper en genres, qui seront regroupés en famille, en ordre, en classe, et il va fonder toute l'organisation du vivant sur cette notion d'espèce. Et pourquoi ça? Pour une raison très simple, c'est que les espèces, c'est ce qu'a créé le créateur. Linné écrit dans un texte de l'époque, donc des années 1730, on est 100 ans après le petit arbre de tout à l'heure. Toutes les espèces tiennent l'origine de leur souche en première instance de la même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Vous voyez que ce qui a été créé, c'est les espèces. Premier point. Deuxième point, ces espèces, elles sont immuables. Elles restent dans les limites de leur propre type. Et troisième point, elles sont éternelles. Donc le monde dans lequel Linné nous propose de vivre est un monde créé et définitivement immuable. Et c'est ça le monde qui va prévaloir à cette vision du XVIIIe siècle. Et je crois qu'on a du mal à sortir de là. Même si on voit bien que tout change, on continue à penser que le monde il est a priori immuable. Alors les métamorphoses, donc ça n'existe plus. Oui, ça c'est dans la suite du texte. Linné va dire que bien sûr les individus peuvent changer un petit peu, ils peuvent changer leur aspect extérieur, mais qu'ils ne peuvent jamais passer d'une espèce dans l'autre. Il n'y a plus de passage d'une espèce dans l'autre. Ça veut dire qu'on va décider que les métamorphoses ne se produisent plus qu'à l'intérieur de l'espèce. D'accord? Les métamorphoses, il y en a. Par exemple, cette chenille se métamorphose en papillon. Mais du coup, ça veut dire que cette chenille et ce papillon sont de la même espèce. Sauf que du coup, ce qu'on appelle espèce, ça ne peut plus être la même chose, parce que jusque-là, ce qu'on appelait une espèce, c'était un groupe d'individus qui se ressemblaient entre eux plus qu'ils ne ressemblaient aux autres. Or, cette chenille ne ressemble pas particulièrement à ce papillon. Donc, on va changer l'idée d'espèce et on va décider qu'une espèce, maintenant, c'est quelque chose qui est défini par une continuité temporelle. Par le fait que les individus s'engendrant les uns les autres définissent quelque chose qui a une certaine homogénéité et qu'on appelle une espèce, même s'ils ne se ressemblent pas. C'est une décision. On aurait très bien pu continuer à dire que ça c'était une espèce et ça c'était une autre et qu'il y avait des métamorphoses entre les deux espèces, mais on n'a pas décidé de faire comme ça, on a changé le concept d'espèce, on a décidé que les espèces c'était ça, et c'était une révolution en réalité. Donc il a fallu faire évoluer l'idée d'espèce, enlever l'idée de ressemblance comme fondatrice et mettre l'idée de descendance commune comme la base de la manière dont on classe. Alors, le classement des individus, la mise en ordre de la biodiversité, ça a créé une nouvelle science qu'on appelle la systématique, à la création de ces systèmes qui permettent d'ordonner la diversité et qui, progressivement, jusqu'à la fin du XXe siècle, ont remplacé tout critère de ressemblance par des critères de filiation. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça en détail, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler après. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne reconnaît plus aucun autre critère de classification que des critères de descendance commune. À l'époque, les êtres vivants étaient classés selon un ordre, une chaîne des êtres, avec en bas le non-être, en haut l'être parfait, les minéraux en bas avec Dieu en haut, puis entre les deux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges et Dieu. Alors, je suis content que ça vous fasse rire. Ce que je crains, c'est que les deux seules lignes qui vous fassent rire soient celles-là. Mais on continue à trouver tout à fait normal de dire que les animaux sont supérieurs aux plantes. Mais au nom de quoi? Et ça, c'est vraiment un défaut terrible, au moins de notre société. Je ne sais pas si c'est toute l'humanité, je ne connais pas assez l'anthropologie sur ce plan-là, de vouloir absolument hiérarchiser dès qu'on trouve une différence. Et Lévi-Strauss a fait remarquer que dès qu'on va commencer à hiérarchiser dans la nature, on va aussi hiérarchiser dans l'espèce humaine, entre les races, entre les sexes, etc. Je vous renvoie à d'autres débats sur ce sujet. Il faut vraiment se battre contre cette manie de décider que tout ce qui est différence crée une hiérarchie. On verra tout à l'heure. Alors pour sauver la biodiversité, à l'époque, au XVIIIe siècle, et juste avant, eh bien c'était très simple, on savait comment faire, puisque c'est écrit dans la Bible, vous prenez un couple de chaque espèce, vous les mettez dans un bateau, et tout le monde va être sauvé. Et vous voyez l'idée toujours de ce monde qu'il s'agit de maintenir tel quel, je passe là-dessus, et des espèces qui sont censées être absolument étanches et ne pas se tromper. Bon, ça arrive quand même, et ça c'est une difficulté. On reviendra là-dessus un petit peu, mais effectivement, les espèces, on les présente, et c'est un problème que j'ai moi avec les enseignants du secondaire, d'arriver à ce qu'ils arrêtent de présenter l'espèce comme un machin, paf, comme ça, créé, et qui ne bouge pas. Voilà, on va en parler. La vision de la nature, donc, est-ce que la nature est bonne ou mauvaise? Ça, c'est important par rapport à la notion de progrès. Vous savez que le XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières, va être le siècle où va naître la notion de progrès au sens actuel du terme. Jusque-là,
Il y avait des gros débats, la querelle des anciens et des modernes, etc. Et beaucoup de gens pensaient que les choses nouvelles étaient a priori moins bonnes que les choses anciennes. Montaigne, par exemple, est tout à fait sur cette ligne. Hein. Montaigne considère que ce qui est ancien, on le connaît, et donc on a su se débarrasser de ce qui ne marchait pas et ce qui était dangereux. Les choses nouvelles, c'est dangereux a priori parce qu'on ne sait pas. Bon. L'idée de progrès va vraiment prendre sa force au XVIIIe siècle, mais avec deux visions très différentes. Hein. La vision de Rousseau, donc, qui est que la nature est bonne et que l'homme peut la détériorer. On avait un naturaliste qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre, qui en plus d'avoir écrit Paul et Virginie, écrit un livre qui s'appelle les harmonies de la nature. Alors lui, il était directeur du Jardin des Plantes, où je travaille maintenant, et il explique que la nature a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour que les humains soient heureux. Vous voyez, le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, et la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Donc, vous voyez, ça c'est... Vraiment, tout est fait pour qu'on soit heureux, quoi. Il n'y a rien à faire. Mais en même temps, donc Bernardin de Saint-Pierre, que tous ces gens-là, au XVIIIe siècle, eh bien, il y a un homme très différent qui dirige le Jardin des Plantes, enfin, il ne s'appelait pas encore le Jardin des Plantes, il s'appelait le Jardin du Roi à l'époque, et c'est Buffon. Et lui, Buffon, d'ailleurs, qui était en même temps qu'un naturaliste, un industriel, il possédait des forges à côté de Dijon, à Montbard. Et Buffon, lui, c'est un homme du progrès. Et d'ailleurs, la nature, pour lui, c'est pas bon du tout. Alors, c'est un long texte, je vous en ai mis juste quelques petites phrases pour vous montrer un petit peu le style. Vous voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé. Donc, où l'homme n'a jamais résidé, c'est-à-dire quand c'est vraiment la nature. Dans toutes les parties élevées, donc il va partir du haut, du bas et du milieu. Dans toutes les parties élevées, des arbres sans écorce et sans cimes courbés, rompus, tombant de vétusté, la nature qui partout ailleurs brille par sa jeunesse paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré à travers ces vieux arbres chargés de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Et que lui, il n'hésitait pas non plus à mettre une hiérarchie entre les formes. Hein. Alors ça, c'est le haut. Dans les parties basses, des eaux mortes et croupissantes qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Entre les marais infects qui occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, s'étendent des espèces de landes, les mauvaises herbes y surmontent, y étouffent les bonnes. Et alors l'homme là-dedans, eh bien l'homme il dit, la nature brute est hideuse et mourante. Voilà la vision de la nature de Buffon. Hein. C'est moi seul qui peux la rendre agréable et vivante. Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes, mettons le feu à cette bourse superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Vous voyez qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère. Eh bien, bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, là, on verra arriver des animaux bourdissants, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée, que par les soins de l'homme, elle est brillante et pompeusement parée. Donc vous voyez qu'au XVIIIe siècle, entre Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre d'un côté et Buffon de l'autre, on a déjà ce débat que vous avez sûrement déjà dû avoir avec des amis et que vous voyez dans la presse sur toute une série de sujets dont on va reparler, entre l'homme seul capable de rendre la nature agréable, ou au contraire la nature naturellement bonne et l'homme qui est capable de la détériorer. Et ces deux visions, qui naissent vraiment au siècle des Lumières, vont continuer à s'affronter jusqu'à nos jours sous des formes assez variées. Et donc évidemment, vous voyez que l'idée de progrès, on est en plein là-dedans. Qu'est-ce que c'est que le progrès, selon qu'on se place dans la vision rousseauiste ou dans la vision buffoniste du monde. Bon, il va quand même y avoir quelques avancées scientifiques qui vont changer un peu les choses à la fin du XVIIIe siècle, puisque à la fin du XVIIIe siècle, oui, voilà, en gros, merci, c'est bien. À la fin du XVIIIe siècle, déjà, Cuvier, lui, va découvrir que cette bête a existé. Si vous ne l'avez jamais vue, venez la voir. C'est la galerie de paléontologie du muséum. Là, il y a la tête de quelqu'un. C'est vraiment grand. Tant qu'on ne l'a pas vu en vrai, on ne se rend pas compte à quel point c'est grand un mammouth. Mais surtout, la grande découverte de Cuvier, ce n'est pas les mammouths, ni les dinosaures, c'est le fait qu'ils se sont éteints. Vous vous souvenez qu'en 1730, Linné écrivait que les espèces étaient éternelles. L'idée que les espèces s'éteignent, il a fallu la découvrir, et c'est seulement à la fin du 18e, début 19e, que Cuvier va découvrir ça. Et donc, premièrement, les espèces s'éteignent. Bon. Et puis, deuxièmement, elles se transforment. Je zappe la marque parce que je n'ai pas le temps, mais la première théorie construite de la biologie sur laquelle repose toute la biologie contemporaine est produite par Darwin en 1859. C'est quand même relativement récent. Ça fait que 150 ans qu'on a une théorie construite de la biologie. C'est pas très vieux. Et 150 ans, évidemment, ça peut paraître long parce qu'on a changé beaucoup de choses sur le plan technique. Mais autant la technique avance vite, autant la science avance vraiment lentement. Et notre compréhension de la science encore plus lentement.
C'est-à-dire que je voudrais vous convaincre du fait qu'il y a des choses que Darwin a racontées qu'on n'a toujours pas intégrées, y compris même chez les scientifiques. Alors il va fonder donc, sa vision de la nature sur le phénomène de sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est un processus par lequel les individus se reproduisent. Alors en français, on a ce problème, on dit que les individus se reproduisent. Hein. Vous ne laissez pas avoir par les mots, évidemment les individus ne se reproduisent pas. Ceux qui ont des enfants s'en sont rendus compte. Hein. C'est pas eux, c'est pas les mêmes. Et donc on ne se reproduit pas, on reproduit quelque chose de l'ordre de soi, mais pas soi. Les Anglais ont une phrase beaucoup plus subtile. Hein. Ils disent « The individuals reproduce their own kind ». Les individus reproduisent quelque chose d'eux, mais bon. Donc voilà, j'emploierai l'expression « se reproduire », bien qu'elle soit tout à fait impropre. Cette reproduction produit une variation, et cette variation est héritable. C'est-à-dire que les variations peuvent se transmettre de génération en génération. Hein. Et parmi cette variation, la nature opère un tri, et en répétant ce processus de nombreuses fois, on constate chez les éleveurs et chez les horticulteurs que ça permet de faire évoluer les races de chiens, de chevaux, de blé ou de maïs. Donc ça doit marcher aussi dans la nature. Quand la nature opère un tri répété sur cette variation, normalement, on peut espérer qu'effectivement, les formes vivantes vont évoluer et vont s'adapter à leur environnement. Dans l'origine des espèces, donc, Darwin va développer ce premier thème de la sélection naturelle et va en déduire son deuxième grand principe, qui est le principe de divergence. Cette image... Tu t'es fait virer? Non. Non, d'accord. Cette image... c'est la seule... Les livres de Darwin sont en général richement illustrés d'oiseaux, de plantes, etc., sauf l'origine des espèces, où il y a un seul dessin, c'est celui-là. Certainement parce qu'il considérait que c'était un dessin très important. Alors, il n'est pas très sexy comme dessin, je suis désolé, mais hein, c'est vrai, hein, ça ne vous inspire pas. Ouais, bah, je vois, mettez-le en fond d'écran sur votre ordinateur ou affichez-le facile, vous trouverez sur le web facilement les diagrammes Darwin. Parce que la biodiversité, l'évolution, c'est ça. Alors, c'est moins joli que les premières images du début, hein, je suis bien d'accord. Seulement, c'est vraiment ça le point essentiel, c'est de comprendre. Le temps va de bas en haut. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps parce que j'adore ce dessin et je peux y passer des heures. Donc le temps va de bas en haut. Ça, c'est une manie de géologue. Hein. Autre manie de géologue, il a discrétisé les périodes de temps par des lignes horizontales, comme si c'était des couches géologiques. Bon, ça c'est parce qu'il a une formation de géologue au départ. Et alors, ce qu'il va montrer, c'est qu'à chaque instant, donc en partant... Oui, excusez-moi, ça c'est le temps, donc il va de bas en haut. Mais de gauche à droite... c'est une différenciation écologique qui est représentée, très schématiquement. Donc si plus deux points sont distants, plus ils sont différents sur le plan écologique. Et à chaque instant, toute forme vivante fabrique des nouvelles formes. Apparaissent constamment des nouveautés. Et la plupart de ces nouveautés s'éteignent. Ça, c'est un point vraiment important à comprendre. Et celles qui ne s'éteignent pas, c'est celles qui sont les plus différentes parce qu'elles sont moins en compétition les unes avec les autres. Donc du coup, le système a tendance à faire des branches qui s'écartent. Et c'est ça le principe de divergence de Darwin. Donc vous partez d'un certain nombre de formes, et certaines vont s'éteindre, et les autres vont fabriquer des descendants qui vont se différencier. Et tout ça va se faire à la suite du fait que, eh bien, il y a des extinctions constamment. Bon. Alors... Donc, ça c'est la biodiversité que j'observe aujourd'hui. Pour lui, c'est la ligne 10. Vous remarquerez que la ligne 10, elle est parfaitement horizontale. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On ne hiérarchise pas. On a différentes formes, toutes contemporaines et toutes équivalentes sur le plan de l'évolution. Elles ont toutes évolué depuis aussi longtemps les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui est mieux que les autres. Elles sont juste différentes. Mais il y en a qui sont plus différentes entre elles que d'autres. Ces deux-là se ressemblent plus que celles-là. Et évidemment, au fur et à mesure que les choses s'éloignent... Qu'est-ce que je fais comme erreur, là? Je ne comprends pas. Bien, au fur et à mesure que le temps passe, les lignées se différencient. Donc peut-être que si jamais l'espace entre deux lignes n'est pas très grand, eh bien ce que je vois là, c'est comment à partir d'une même population, différentes populations se sont différenciées. Et aujourd'hui, ça fait 3 objets qu'on peut appeler peut-être 3 variétés dans cette espèce, ou 3 races. Hein. Le mot race ou variété, ça veut dire la même chose. Hein. C'est très flou comme concept, mais bon. Peut-être que si le temps est plus long, bah déjà, ces deux-là, c'est peut-être encore 2 variétés, mais ça et ça, c'est des sous-espèces, voire même peut-être déjà des espèces. Puis si le temps est encore plus long, bah ça, c'est 3 espèces différentes, hein, et ainsi de suite. Darwin va insister sur le fait que cette diversité, donc, se produit progressivement par ce processus qui inclut, d'une part, vous voyez la divergence, et d'autre part, l'extinction. Hein,
Hein. Alors, donc le schéma actuel qu'on a de tout le monde vivant, c'est une forme d'arbre un peu comme ça. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. Hein. Maintenant, on sait qu'il y a 3 grandes branches au départ, les bactéries, les eucaryotes et les archées. Nous, on est là. On est les animaux, on est le groupe frère des champignons. On a découvert que les champignons étaient plus proches de nous que des plantes. C'était pas connu dès le départ, ça. Et puis, on a découvert aussi qu'il y avait un 3e groupe, les archées, qu'on n'avait pas repéré, qu'on a repéré qu'il y a une vingtaine d'années. Si ça vous intéresse, on en reparlera tout à l'heure. Donc, cet arbre général du vivant, eh bien, il correspond donc à cette description de Darwin. Et vous voyez que dans ce cadre-là, il n'y a plus du tout de raison de maintenir, comme Linné le faisait, comme la Bible le fait, les espèces comme des entités particulières dans le système. L'espèce, c'est un moment dans la différenciation des lignées. Darwin insiste là-dessus. Il dit, jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une ligne de démarcation entre les espèces et les sous-espèces. Hein, on n'a pas réussi davantage à tracer une ligne de démarcation entre les sous-espèces et les variétés, ou encore entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Donc vous voyez, la différence entre 2 espèces, entre 2 sous-espèces, entre 2 variétés ou entre 2 individus, il y a un continuum. Hein, ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles, constituant une véritable série. La biodiversité, ce n'est pas la diversité des espèces. C'est la diversité à tous ces niveaux qui vont de la diversité entre 2 individus à 2 variétés, 2 sous-espèces, 2 espèces, 2 genres, 2 familles, etc. C'est tout ça la biodiversité. Et il n'y a pas un niveau qui prime sur les autres. Faire primer le niveau espèce, c'est en fait une subsistance d'une vision biblique du monde. Et bien sûr, on peut discuter de savoir si la Bible représente quelque chose au niveau symbolique ou pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que précisément, fonder tout sur l'espèce, ça n'a plus aucun sens depuis 150 ans. Hein, Darwin a écrit ça. Il écrit ça en 1859, donc quand il publie L'origine des espèces. Dès l'année suivante, en 1860, il écrit à un ami « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Vous voyez que cet aspect religieux de l'idée d'espèce, c'est quelque chose qui est un vrai blocage psychologique, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a, je pense, une majorité de nos concitoyens qui considèrent que la biodiversité, c'est la diversité des espèces. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris Darwin, 150 ans après. Donc il y a un vrai problème. Alors, on va y revenir. Hein. Bon, je passe là-dessus, on n'a pas le temps de... Donc quand on parle d'espèces, quand on parle de biodiversité, on parle d'espèces, hein, et puis il y a d'autres trucs derrière, un peu moins importants. Hein. Eh ben, on va voir, on va en reparler. Et donc voilà, cette première chose, je voudrais que vous vous débarrassiez de cette idée que l'espèce c'est l'unité de base de la biodiversité. Il n'y a pas d'unité de base. La biodiversité c'est un phénomène. Oui alors, l'espèce, si jamais, on essaye toujours de dire voilà c'est un truc vachement clair. Et puis, voilà, alors, des fois, ils se trompent, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je montrais cette photo régulièrement à des gens, puis de temps en temps, il y a des gens qui venaient me voir après la conf et qui me demandaient « ça donne quoi ?» Alors, je leur disais « oh, je crois que ça donne rien. » Ah bon, comment vous le savez? Parce qu'on n'a jamais vu un hybride qui se baladait dans la savane, hein, d'une part, et puis d'autre part, ils sont quand même un peu loin dans l'arbre. Alors là, les gens me demandaient « il faut être loin combien dans l'arbre pour ça ?» Et j'avoue, on n'en sait rien. La biologie reste une science terriblement empirique. Si je veux savoir si ça peut marcher, il faut essayer. Bon, alors, et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y a une 50aine d'années, à l'époque, je n'avais pas l'âge qu'il fallait pour répondre à la question, mais si on m'avait posé la même question entre les lions, alors, j'ai appris dans mes études d'agronomie que quand on croise des ânes, des mulets, des chevaux, des zèbres, on arrive à obtenir tout ce qu'on veut, comme mulets. Et on nous raconte que les mulets sont stériles, mais ils ne sont pas tous stériles. Hein. Et puis, alors, la plus grosse surprise, c'est venu de l'hybridation entre les tigres et les lions. Ça, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Mais quand les tigres et les lions se sont mis à faire des trucs ensemble qu'il ne fallait pas dans les zoos, et ben, paf, ils ont obtenu des petits. Et alors là, l'aspect religieux est ressorti très fort. Je me souviens très bien que quand c'est sorti, tout le monde a dit « oh, mais ils vont être stériles ». Ils n'en savaient rien, c'était des bébés. Et attendre un peu avant... Et en fait, ils ne sont pas stériles. Ça y est, on a la 2e génération. Hein. Et on s'en fiche, qu'est-ce que ça peut faire? Tant que c'est des lignées suffisamment différenciées pour qu'on ait envie de les appeler des espèces dans l'arbre de Darwin, eh ben c'est des espèces et puis c'est tout. Hein. Une espèce, j'espère que vous l'avez compris, c'est donc une branche de l'arbre de Darwin qui est suffisamment différente des autres pour qu'on ait envie de lui donner une individualité forte. Et puis un point, c'est tout, qu'elle se croise avec les autres ou pas, c'est pas notre affaire.
C'est des affaires de la sphère privée, comme on dit aujourd'hui. Donc, voilà. Donc voilà, il faut se débarrasser de cette vision fixe de l'espèce, hein, et il faut arrêter avec... Alors il y a des histoires comme ça qui permettent de se rendre compte de tout ce qui ne marche pas. Je ne sais pas si vous connaissez les espèces en anneaux, je vais vous dire un petit mot quand même, c'est trop rigolo. Hein. Vous avez ici la Terre vue du pôle Nord. Alors on est un peu paumé quand on est la voit comme ça parce qu'on n'est pas habitué. Hein. Vous êtes ici, hein, la France. Là c'est l'Angleterre. Hein. Et vous avez des goélands. Et vous avez donc le goéland argenté et le goéland brun. Et alors... le goéland brun et le goéland argenté ne se croisent pas entre eux. Donc c'est deux bonnes espèces. Sauf que celui qui vit sur les côtes françaises, eh bien, il se croise avec celui qui est là, qui 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 se croise avec l'autre. Donc vous avez un anneau où les deux extrémités ne se croisent pas, mais tout le monde se croise sur le reste de l'anneau. Hein. C'est normal puisque ça se différencie progressivement. Au contraire, une fois qu'on a compris que c'est un truc dynamique et que ce n'est pas des états comme ça créés par le créateur, ben c'est normal que ça arrive ce genre de choses. Mais justement, plutôt que de s'en étonner, il faudrait, bon, je passe là-dessus, il faudrait arrêter de compter les espèces comme si jamais c'était des unités de diversité. Les espèces ne sont que des branches dans un arbre, et la diversité, c'est la diversité de l'arbre dans son ensemble, c'est pas le nombre de branches qu'on peut compter à un endroit ou à un autre. Bon, je passe là-dessus. En fait, j'ai constaté que la plupart d'entre nous voient l'évolution, acceptent l'évolution. Bien sûr, il y a quelques créationnistes qui refusent l'idée d'évolution, mais ça, c'est pas le plus fréquent. Mais qu'en fait, la plupart d'entre nous reconstituent une sorte de création à partir de l'évolution. C'est-à-dire qu'on va me dire, vous voyez, il y a une sorte de progrès. Hein. Alors, on part de bestioles de plus en plus bien foutues, puis à la fin, on arrive à l'homme qui est le progrès, hein, le résultat. Et on va dire l'évolution, j'ai déjà entendu dire ça, hein, l'évolution a créé, déjà l'évolution a créé, hein, voyez, on revient à la création, l'évolution a créé toutes les espèces, et à la fin, elle a créé l'homme. Mais alors, pas du tout, on est loin d'être les derniers. Hein. Je vous préviens, la dernière espèce qu'on a vu apparaître sur Terre, c'est le moustique du métro londonien. Il est apparu il y a quelques dizaines d'années. Il n'y a pas de quoi, c'est pas parce qu'on est le dernier que... Voilà. Donc, évidemment que l'évolution n'a rien créé du tout, que l'évolution, c'est cet arbre dynamique, hein, qui est constamment en train de faire de la nouveauté. Et donc, je voudrais que vous essayiez d'extirper de votre tête, si vous voulez, cette vision fixe du monde, hein, et que vous la transformiez en une vision dynamique, hein, dans laquelle les choses sont constamment en train de changer, parce que dans cet arbre, quand je vous dis qu'aujourd'hui on est là, la biodiversité c'est donc ça, etc. Mais hier c'était autre chose, et demain ça sera autre chose, il n'y a rien à faire, ça ne se fige pas. Hein. La biodiversité, c'est pas quelque chose qui se conserve tel quel. L'évolution, on ne l'arrête pas. Et si jamais je peux dire qu'il y a une certaine forme de progrès dans l'évolution, ce progrès n'est évidemment pas du tout linéaire. Bien sûr, on peut dire que l'œil des organismes d'aujourd'hui voit sûrement mieux que l'œil des organismes d'il y a 1 milliard d'années. Mais, en même temps, il y a constamment des formes qui vont en éliminer d'autres, pas du tout parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'à ce moment-là, elles se sont mieux débrouillées dans cet environnement-là, etc. Alors que si dans l'environnement changeait, ça serait le contraire. Quand on regarde l'évolution a posteriori, je reviens sur... Eh bien, on peut dire, ah bah oui, ça devait se passer comme ça. Et ça, c'est l'illusion du progrès. C'est que vous voyez ce qui s'est passé et vous vous dites, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Mais évidemment, ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'est-ce qui se passerait si on recommençait. La plupart des évolutionnistes sont convaincus que si on recommençait l'évolution, on ne retomberait pas du tout sur la même chose. Et de même avec le progrès humain. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire du progrès. Il y en a plein. Et ça, c'est ce que je voudrais c'est là-dessus que je voudrais qu'on finisse. Mais plutôt que de croire qu'il n'y a qu'un seul progrès et qu'il faut absolument aller sur ce truc-là comme sur un rail, eh ben, peut-être que ça vaudrait la peine de se poser la question de savoir quels sont les progrès possibles et de choisir ceux qui nous plaisent, plutôt que de se laisser imposer le progrès que nous dictent certains technologues. Alors, la biodiversité est-elle en équilibre? Ça, c'est un problème compliqué. Si je dis, ben voilà, il y a une sorte d'équilibre de la biodiversité, seulement, vous voyez comme ça change tout le temps, qu'est-ce que c'est un équilibre qui change tout le temps? Alors, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Un équilibre statique, c'est un truc comme ça, vous posez sur une surface et votre bille, elle reste là parce que c'est un équilibre stable. Bon, là, c'est un équilibre instable.
Un équilibre dynamique, voilà, même ça, c'est un équilibre plus ou moins stable, si vous voulez. Pardon. Mais un équilibre dynamique, c'est un équilibre où il faut que ça bouge pour que ça se maintienne. L'exemple le plus simple, c'est le vélo. Un vélo, ça se maintient parce que les forces qui font qu'il va tomber d'un côté et les forces qui font qu'il va tomber de l'autre s'équilibrent, parce qu'il bouge. Et alors on peut calculer les forces, etc. Tout ça va très bien. Et si jamais vous vous dites « Oh là là, c'est pas bien stable ce truc-là, il faut vite s'arrêter », on connaît le résultat. Donc, c'est quand on arrête le mouvement que les équilibres dynamiques se cassent la figure. Alors, ça, c'est important, vous voyez, parce que si vous comprenez qu'on est en train de parler d'un équilibre dynamique pour la biodiversité, ça veut dire que, justement, ce mouvement... Alors, vous avez d'autres exemples. Un avion, c'est en équilibre dynamique. Il y a la force de l'air qui le pousse vers le haut, le pesanteur qui le pousse vers le bas. Il tient, effectivement, si jamais il ralentit trop, il décroche, il se casse la figure. Un satellite, c'est pareil. Un satellite ou une planète, ça tourne autour de quelque chose de pesant, et ça va tenir grâce au fait que ça bouge, et si vous le ralentissez, il va se casser. D'ailleurs, si vous l'accélérez aussi, il va se casser la figure ou il va s'échapper, mais en tout cas, vous avez une dynamique stable seulement si jamais vous maintenez certaines valeurs des paramètres. En fait, on a l'habitude de ça, parce que notre corps, on en a une perception intuitive, est en équilibre dynamique avec l'environnement. Nous ne nous maintenons que grâce au fait que nous mangeons, nous excrétons, nous respirons, etc. Nous sommes en équilibre avec notre environnement, mais en équilibre dynamique. Si quelqu'un vous disait « je tiens à toi », je tiens vraiment à toi, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo, eh bien, vous diriez non. Enfin, je pense. Parce que vous avez le sentiment que justement, si on casse cette dynamique, eh bien, votre être disparaît, que votre être est dans la dynamique. Alors, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, eh bien, vous avez compris que la biodiversité, ça ne se met pas au frigo. D'accord ? C'est la même chose. Donc, on est dans une situation où on a un système qui fonctionne avec une dynamique, il y a une certaine forme de progrès, mais elle se discute et il y a des progrès possibles, et nous intervenons dans ce système avec nos gros sabots. Et alors, cette sphère de dynamique, c'est tellement vrai que même les physiciens qui d'habitude ne comprennent rien à la biologie l'ont compris. Einstein a raconté, contrairement à ce qu'il dit, il n'a jamais parlé des abeilles, Einstein, mais il a dit que la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc vous voyez, il avait bien compris la chose. Je passe là-dessus. Bien, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, si ça vous intéresse, mais simplement c'est pour vous dire que c'est un travail qui a été fait récemment qui montre qu'il y a des zones en Basse-Californie dans lesquelles sont produites constamment des nouvelles formes vivantes, et puis des zones qui les accumulent mais qui ne produisent rien. Et bien, les zones qui accumulent ces différentes formes vivantes ont plus d'espèces que les zones qui les produisent. Parce que les zones qui les produisent, ça bouge tout le temps, du coup il y a plein d'extinctions, etc. Et donc, si vous conserviez que les zones où il y a beaucoup d'espèces, vous enlevez toutes les zones qui produisent de la diversité. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai là. Donc je voudrais que vous compreniez bien que l'équilibre dynamique de la biodiversité provient de l'équilibre dynamique entre la divergence de ces lignées et les extinctions. D'ailleurs, je n'ai pas insisté assez là-dessus, mais les extinctions font partie du processus. S'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas de biodiversité. Pourquoi il n'y a pas tous les intermédiaires entre le rhinocéros et l'éléphant? Parce que les intermédiaires se sont éteints. Toutes les formes vivantes seraient en un seul magma si jamais il n'y avait pas d'extinction. Donc l'extinction est un élément essentiel du système. C'est l'équilibre entre l'extinction et la divergence qui crée la biodiversité. Actuellement, ce à quoi on assiste, c'est effectivement à une vague d'extinction énorme à toutes les échelles de la biodiversité, avec en même temps d'ailleurs un processus de divergence qui est ralenti par notre action. Donc l'action de l'homme, elle doit être vue comme perturbant la dynamique du système et mettant le système dans une dynamique d'effondrement, comme si vous ralentissez un avion, comme si vous refroidissez trop un être vivant, etc. On est en train de mettre la dynamique en situation d'effondrement, mais ce n'est pas seulement parce que telle ou telle espèce disparaît, et évidemment, ce n'est pas en maintenant en vie artificielle une espèce particulière qu'on maintient la biodiversité. Moi, si vous aimez les pandas, moi aussi. Conservons les pandas, c'est trop mignon. Mais ça n'a rien à voir avec la biodiversité. On pourra en reparler. Bon, alors ensuite, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite, mais
Premièrement, la diversité, d'où elle vient au départ? Elle vient de l'hérédité, des variations héritables. Alors, des variations héritables, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que c'est qui est hérité ou qui ne l'est pas? Vous savez les trucs qu'on peut faire avec la langue? Hein, ça, c'est hérité. Vous pouvez mettre la langue en tube comme ça. Bon, ça, si vous pouvez, voilà, ça, c'est génétique. Il y a un gène qui fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais... Il y a un autre gène qui permet de retourner la langue. Ça, je sais faire aussi. Comme ça, il y en a qui peuvent là-dedans, il y en a qui ne peuvent pas. Je ne sais pas s'il y en a qui savent mettre la langue en trèfle dans la salle. Ça, je ne sais pas faire, alors je vous ai fait une photo d'une étudiante qui savait. Pareil, un gène, bon. Mais bon, les gènes comme ça qui changent des petits trucs précis, c'est quand même une minorité. La plupart des gènes, ils jouent sur des choses compliquées et ils jouent en interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gènes qui peuvent influer sur nous, sur notre poids, notre taille, notre comportement, tout ce que vous voudrez. Mais à chaque fois, ils vont interagir avec l'environnement. Puis il y a des trucs qui sont déterminés que par l'environnement. Par exemple, l'accent anglais. Eh ben, l'accent anglais, les gens qui ont un bon accent anglais, en général, c'est parce qu'ils sont nés en Angleterre. Ça n'a rien à voir avec leur gène. Hein. Et ça, bon, donc il y a des trucs qui sont que génétiques, il y a des trucs qui sont que environnementaux, mais presque tout, c'est les deux à la fois. Hein. Et je voudrais que vous mesuriez bien que dans cette diversité donc des organismes dans une population, eh bien, on a tendance à se dire c'est génétique ou c'est environnemental, mais c'est plus compliqué que ça. Je voudrais vous donner deux exemples. En fait, il y a un gène qui détermine une maladie qui s'appelle la galactosémie. La galactosémie, c'est l'incapacité à digérer le lactose dans le lait. Chez un adulte, c'est pas grave, mais chez un bébé, c'est une catastrophe parce qu'il va accumuler le lactose et ça va détruire tout son système nerveux, il va mourir. Donc jusqu'aux années 70, la galactosémie est une maladie mortelle, génétique, mortelle, purement génétique et mortelle. À partir des années 70, donc voilà, c'est ce qui se passait, on donnait tout le monde de lait au bébé, les galactosémiques qui mouraient, et puis voilà. Et tout était dû au gène. À partir des années 70, on a su repérer à la naissance, hein, quand vous avez un bébé qui naît aujourd'hui en France, eh bien on va faire un petit prélèvement de sang, un petit prélèvement de sel, on fait des tests, et si on trouve qu'il est galactosémique, on vient vous prévenir tout de suite, on vous dit, lui donnez pas de lait, vous avez de la nourriture de substitution qui permet de le nourrir très bien, et votre bébé va se porter très bien, il n'en aura rien à foutre de ne pas digérer le lactose au bout d'un moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'environnement actuel, le gène n'y joue plus chez nous. Donc aujourd'hui, eh bien, certains donnent du lait à leur bébé et d'autres du jus de carotte, c'est-à-dire que quand il est galactosémique, qui est-ce qui continue à donner du lait? Ceux qui sont dans les pays suffisamment pauvres pour qu'il n'y ait pas de système de détection à la naissance. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, l'environnement détermine le fait que la galactosémie soit mortelle ou pas. Donc vous voyez que ce truc-là, qui était un truc purement génétique avant, eh bien, parce qu'on a changé l'environnement, il est devenu gouverné par l'environnement. Donc ne croyez pas que parce qu'on vous dit telle chose est déterminée complètement par un gène, ça soit obligatoirement comme ça tout le temps. On peut changer l'environnement de telle façon que le gène ne change plus les mêmes choses. On a aussi... Pour Darwin, bon. On a aussi un deuxième exemple que je voudrais vous citer, hein, c'est l'exemple de l'obésité. Vous savez qu'on a une épidémie d'obésité dans beaucoup de pays, d'ailleurs actuellement, et qu'on trouve des gènes d'obésité, c'est-à-dire des gènes qui sont plus fréquents chez les individus obèses que chez les autres. Mais évidemment, ces gènes d'obésité, hein, on les repère parce qu'ils sont plus souvent chez les obèses. On repère que les gens qui ont ce gène-là ont plus de chances d'être obèses que ceux qui ne l'ont pas. Mais on sait que les grands-parents des gens qui ont ces gènes d'obésité, qui avaient aussi le gène, eux, ils n'étaient pas obèses. Donc dans l'environnement des années 50, eh ben, ce gène-là ne rendait pas obèse, mais dans l'environnement d'aujourd'hui, évidemment, il n'y avait pas les McDo, il n'y avait pas tout ce que vous voudrez, on n'emmenait pas les mômes en voiture jusque devant la porte de l'école, et donc effectivement, beaucoup de choses ont changé dans notre environnement, et du coup, certains gènes qui ne rendaient pas du tout obèses à l'époque rendent obèses aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment que vous soyez bien conscients du fait que la diversité dans les populations, telle qu'on la voit entre nous, elle est constamment le produit d'une interaction entre les gènes et l'environnement, sachant qu'en plus, les gènes, selon l'environnement, ils ne donnent pas les mêmes résultats. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre dans beaucoup de débats actuels, par exemple le débat sur sexe et genre, sur lequel je n'ai pas le temps de venir aujourd'hui, mais bon, je passe là-dessus. Oh, excusez-moi, ça, je vais le laisser tomber. Alors, une fois qu'on a eu compris qu'il y avait des gènes qui changeaient les choses, on s'est dit qu'il fallait que le progrès, ça allait être d'améliorer l'espèce humaine. Et c'est une vieille idée, mais elle a du succès, et elle reprend d'ailleurs un petit peu de poil de la bête pour le moment, donc ça vaut la peine qu'on en parle un peu.
L'eugénique a été proposée comme une science par un cousin de Darwin qui s'appelait Galton, qui a travaillé sur l'hérédité, et elle est devenue une vraie activité au début du XXe siècle. Voilà, ça c'est aux États-Unis, donc l'eugénique est montré comme l'autodirection de l'évolution humaine. Je vais passer un peu vite, mais donc il dit que comme un arbre, l'eugénique tire son matériel de beaucoup de sources et des organismes en identité harmonieuse, donc on part de la génétique, l'anthropologie, les statistiques, mais aussi la généalogie, la médecine, la psychiatrie, enfin toutes les sciences sont convoquées pour ce grand dessein, prendre en charge notre évolution de manière à créer un vrai progrès. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, donc il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça qui s'appelle le transhumanisme. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher dans votre moteur de recherche préféré. Et c'est un peu la même chose. Il parle de la convergence NBIC, neurosciences, biotechnologie, sciences de l'information, cognisciences, et tout ça va converger pour faire qu'on fabrique l'homme de demain, qui sera un homme amélioré par rapport à l'homme actuel. Donc, c'est pas nouveau. Alors, à l'époque, donc la société... Eh bien, ce que vont chercher les eugénistes, c'est... Donc la Société américaine d'eugénique se crée, il y a des scientifiques, il y a des laboratoires d'eugénique qui sont faits dans les universités, et ils vont chercher d'où viennent les tares dans la société, pourquoi il y a des gens ratés. Alors les gens ratés, c'est les fous, les criminels et les pauvres, en gros. Hein. Et puis bon, les gens illégitimes, les gens nés hors mariage. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais c'est quand même une tare. Hein. Et donc, ils vont chercher d'où ça vient, ils vont aller dans les registres des églises, suivre les choses, ils trouvent des ancêtres comme ça à plusieurs gens ratés, et puis du coup, ils redescendent pour voir ce qu'il y a. Alors là, ils ont trouvé un succès extraordinaire, ils ont trouvé Adagio qui vivait en 1740, c'est un travail fait dans les années 30. Hein. Ils ont trouvé 92% de ses descendants, 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 des illégitimes, vous voyez que c'est grave, 142 des pauvres, 77 des criminels et meurtriers. Et l'idée, si vous voulez, c'est que Ada Duke n'a pas rendu service à la nation américaine. Il aurait mieux valu qu'elle s'abstienne. Et donc, on va mettre en place des lois eugéniques dans beaucoup d'États américains. Au 1er janvier 1935, on a déjà stérilisé 21 539 personnes. Il y aura des procès retentissants. Hein. On estime qu'à la fin, on aura stérilisé en gros 65 000 personnes sur le territoire américain, quand l'activité eugéniste va s'arrêter après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend le nazisme en histoire en France, mais on n'apprend pas l'eugénisme, qui a pourtant été très important aux USA, dans les pays scandinaves, en Suisse. Les pays scandinaves ont stérilisé proportionnellement encore plus. Effectivement, l'Allemagne a été la championne du monde à l'époque, mais le nazisme, qui était une forme extrême d'eugénisme en Allemagne, n'était pas du tout un truc isolé. On était dans un système mondial de croyance que le progrès, ça allait être de fabriquer des lignées d'humains améliorés, sélectionnés. Et ça, c'était tout le monde. Bon, en France, on n'avait rien compris à la génétique à l'époque, parce qu'on croyait encore à Lamarck, etc. Et du coup, on a échappé à ça. Mais quand même, le monde occidental, dans son ensemble, a fait ça. Et tous les scientifiques de l'époque ont soutenu cette idée, au nom du progrès. Je vous donne Pearson là, qui était un grand matheux, qui a inventé le test du Qui2, etc., qui explique que le droit de vivre... D'ailleurs, il explique que la science moderne, comme elle entraîne l'esprit à une analyse exacte et impartiale des faits, est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté. Ça, c'est un truc que beaucoup de scientifiques pensent. Comme je suis plus rationnel que vous, je sais mieux ce qu'il faut faire, alors taisez-vous, laissez-moi faire. Vous avez jamais entendu les scientifiques vous dire ça, hein? Vous ne voulez pas des OGM, mais c'est parce que vous êtes irrationnel. Voilà. Moi, je suis rationnel, c'est bien les OGM, taisez-vous. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, lui, de son rationalité? Le droit de chaque homme, le droit de vivre, ne donne pas le droit, pour chaque personne, de se reproduire. Ah oui, comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle, à cause de quoi? Des lois sociales du 19e siècle. Avant, les pauvres, ils crevaient, maintenant, ils ne crèvent plus. Et en plus, ils se reproduisent. Ah non. Donc, il ne faut plus les laisser se reproduire. Et la chose affreuse que j'ai découverte quand j'ai étudié l'histoire des sciences, c'est qu'en fait, tous les scientifiques de l'époque, tous, étaient en faveur de ça. Ce n'était pas un petit groupe de nazis dans un coin. Alors, en France, on avait un grand chimiste qui s'appelait Alexis Carrel, qui est d'ailleurs rentré là-dedans, etc. Mais il n'y a pas à condamner Alexis Carrel, il a fait pareil que tous les autres qui avaient compris la même chose que lui. Donc en réalité, tout ça s'est terminé à Nuremberg. À Nuremberg, tout d'un coup, on a décidé que l'atteinte à la dignité humaine était plus grave que tout. Et que donc, le progrès ne pouvait pas justifier les atteintes à la dignité humaine.
Mais jusqu'à Nuremberg, le progrès était le seul impératif. Et donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où le progrès doit respecter la dignité humaine, mais en fait c'est tout. C'est les seules limites qu'on a données au progrès. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, vous voyez chez nous, on n'a pas encore de faire du clonage, ça finira par revenir je pense, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec des humains, on n'a pas le droit de bidouiller des embryons humains, etc. au nom du progrès. Mais en fait, on se donne le droit de beaucoup de choses au nom du progrès. Et la question de savoir, moi ce que je me pose comme question, c'est quand est-ce qu'il y aura un Nuremberg de la biodiversité? Quand est-ce qu'on reconnaîtra qu'il y a d'autres choses que seulement la dignité humaine qui valent la peine d'être protégées contre une certaine vision du progrès? Et je voudrais, bon, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de ça, je veux dire que cette vision du progrès qui est extrêmement puissante chez les scientifiques, je l'ai vue très fort quand le président de la République de l'époque, en 2004, a décidé de promulguer une charte de l'environnement annexée à la constitution de la Ve République. C'est Jacques Chirac qui a fait ça. Et il promulgue ça, et instantanément, l'Élysée a été assiégé par l'Académie des sciences, la direction du CNRS, la direction de l'INSERM, la direction de l'INRA, l'Académie d'agriculture. Toutes les instances scientifiques sont venues lui dire « Arrête, il ne faut surtout pas faire ça ». Et avec un seul argument, ça va freiner le progrès. Et j'ai participé à des tas de débats à l'époque. Moi, je défendais cette charte de l'environnement. Et à chaque fois, je me retrouvais en face de gens qui disaient « Mais vous vous rendez compte, ça va freiner le progrès. Si on se préoccupe d'environnement, ça va freiner le progrès. » Et je leur disais « Mais comment vous pouvez définir le progrès de telle façon que essayer de maintenir un environnement agréable pour les gens, ça ne se fasse pas partie du progrès? » Ah non, non, le progrès, c'est le progrès technologique. Et donc, je pense qu'on a aujourd'hui cette difficulté d'une espèce de confiscation du progrès par une vision purement technologique qui est un peu grave. Et je voudrais vous donner l'exemple sur lequel je voudrais finir, c'est l'exemple des OGM, qui est assez intéressant. Ça, c'est une page du site web de Monsanto. Vous voyez, un agriculteur heureux. Il est heureux parce qu'il cultive des maïs OGM, donc tout va bien pour lui. Comment ? Il doit être content. Ah ben, il est drôlement content, oui. Et alors Monsanto, bon, je les aime pas, vous non plus. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est quand même des criminels. Je ne sais pas si vous savez que ils ont commencé par travailler sur des produits chimiques qui tuent les plantes. Bon, ça c'est utile. Mais pendant la guerre du Vietnam, entre autres, ils avaient à ce moment-là découvert un défoliant qui s'appelait l'agent orange. Et quand on mettait ça sur les plantes, les feuilles tombaient. Et l'armée américaine se plaignait du fait que les Viettes se cachaient sous les feuilles. Donc ils ont dit, ben, on va mettre l'agent orange sur la végétation vietnamienne, comme ça toutes les feuilles vont tomber, vous pourrez repérer les ennemis et leur tirer dessus. Et donc voilà des avions américains en train de dépendre de l'agent orange sur la végétation vietnamienne. On sait maintenant que les hauts responsables de Monsanto à l'époque connaissaient les effets sur les enfants qui naîtraient à la suite de l'exposition à ce produit. Vous savez qu'il en est encore aujourd'hui plusieurs centaines chaque année parce que la rémanence du produit est telle que ça continue à contaminer les sols. Et Monsanto n'a jamais été condamné pour ça. Au contraire, Monsanto prolifère et donc vend du soja transgénique avec l'idée du Roundup. Je ne vais pas discuter de... Bon, les citoyens se sont dit ça ne va pas du tout, on n'est pas d'accord, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que la réaction des scientifiques, ça a été comme d'habitude de prendre les citoyens pour des cons, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Vous avez bien tort d'avoir peur. Vous voyez, bon. Alors, en fait, ça ne marche plus, ça. Lorsque les scientifiques arrivent en vous disant « vous inquiétez pas, ça risque rien », ça a tendance à vous inquiéter. Et vous avez raison, parce que comme on sait bien que le risque zéro n'existe pas, quand un scientifique vous dit qu'il n'y a pas de risque, vous savez qu'il vous ment. Alors, c'est quand même inquiétant, quand même. Pourquoi un scientifique vous mentirait, a priori? Vous mentirez. Bon, donc, alors, ça s'est vu à pas mal de moments, et la communauté scientifique est capable de se mobiliser avec une force incroyable. Vous vous souvenez quand il y a eu cette histoire de rat publiée par Serralini sur le fait qu'il y avait que certains OGM pouvaient donner des... Enfin, c'est pas les OGM, en fait, c'est probablement le Roundup qui faisait développer des cancers aux rats. Et toute la communauté scientifique s'est levée contre ce travail, qui n'était pas génial, mais le malheur, c'est que des résultats qui disaient le contraire, qui disaient qu'il n'y avait pas de danger, avaient été faits sur des manips qui étaient encore pires. Et personne n'avait rien dit. Donc il y a un vrai problème dans la communauté scientifique. Et en fait, ce problème, c'est que chez les dirigeants de la science, c'est pas vrai chez le chercheur moyen, mais chez les dirigeants de la science, il y a une espèce... On est comme chez... Vous vous souvenez de Buffon tout à l'heure, la détestation de la nature.
Bien sur le site du CNRS, si ça vous amuse, vous pouvez aller regarder aujourd'hui. Il y a une pétition qui s'appelle « Pour un débat raisonné sur les OGM ». Vous tapez « débat raisonné sur les OGM » dans votre navigateur CNRS, vous tomberez sur cette pétition. Elle est signée par plein de chercheurs. Et dans le texte, il y a un passage qui s'appelle « Sacralisation de la nature ». Et l'idée des gens qui ont rédigé cette pétition, et qui est signée par des chercheurs du CNRS et qui est publiée sur le site du CNRS, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, on sacralise la nature et que du coup, quand il y a un problème, tant que c'est naturel, on s'en fout. Et il donne un exemple, hein, je ne veux pas... Pour se convaincre de cette inclination grandissante à la sacralisation du milieu naturel, on peut se remémorer la façon dont l'emballement médiatique, légitimement suscité par la mort de plusieurs personnes ayant consommé des pousses de soja infectées par une bactérie pathogène. Vous vous souvenez de ça? Il y a eu des sojas contaminés, ça tuait des gens. Retomba dès lors qu'il s'avéra que celle-ci provenait de l'agriculture biologique. Après tout, n'était-ce pas dans la nature des choses? C'est un énorme mensonge. C'est quand même terrible de voir des gens du CNRS écrire ça sur leur site. Lorsqu'on s'est rendu compte que ça venait d'une agriculture biologique, on a tracé, on a trouvé qu'il y avait une ferme qui était à l'origine de ces sojas. La ferme a été analysée par les services sanitaires qui n'ont rien trouvé. Mais n'empêche, elle a été fermée. Elle est fermée. Donc on dit que ça s'est retombé, gna gna gna, etc. C'est pas vrai du tout. Les mesures ont été prises immédiatement. Donc, mais voilà, la sacralisation de la nature, vous voyez, ça c'est la pire qu'on puisse faire pour ces gens qui croient que leur technologie doit remplacer la nature. Et on est en plein dans cette discussion de tout à l'heure. Est-ce qu'on veut fabriquer un monde totalement figé que nous avons fabriqué, ou est-ce qu'on veut laisser jouer encore un peu la dynamique de la nature? Et pourquoi est-ce que les OGM posent un problème grave? Eh bien parce que ce monsieur a permis de le savoir. C'est un Canadien, il est dans la Saskatchewan et il cultivait ses propres colzas, il ressemait ses colzas tous les ans. Il refusait d'acheter les graines Monsanto. Les voisins, eux, ils cultivaient du Monsanto. Les graines et les pollens de Monsanto tombaient dans les champs de monsieur Schmeiser. Monsanto s'en doutait. Une année, ils sont venus prendre les graines chez Schmeiser et ils ont trouvé leurs gènes brevetés à eux dedans. Donc ils ont demandé 400 000 $ de dommages et intérêts et l'interdiction pour Schmeiser de continuer à semer ses semences. Bon, les 400 000 $, ils ont abandonné. Mais ce qui était important, c'est l'interdiction de semer ses semences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets un gène breveté dans une plante, je laisse le vent emmener le pollen chez le voisin et les graines du pollen du voisin sont à moi. Donc, actuellement, ce qui est en train de se passer, chez les maïs traditionnels mexicains, on retrouve aussi des transgènes brevetés nord-américains. Ce qui est en train de se passer, et ce qui va se passer au cours des 30 années qui viennent, c'est que grâce aux gènes brevetés, une dizaine d'entreprises au monde vont devenir propriétaires de toutes les semences. Et ça, c'est catastrophique, parce que ça veut dire qu'on va perdre toute la diversité des semences. Ça veut dire que le jour où il y aura un problème climatique, une nouvelle maladie qui va s'attaquer à nos plantes cultivées, ça va être un désastre. Mais non, vous inquiétez pas. Donc il y a une guerre des semences. Comprenez bien ça. Les OGM, ce n'est pas le problème de savoir si jamais c'est mieux de résister au Roundup ou pas. Là, le problème, c'est de savoir qui possède les semences de toute l'humanité. C'est-à-dire toute la nourriture de l'humanité. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'agriculture homogénise tout ce qu'elle peut. Vous savez qu'actuellement, les sojas transgéniques sont en train de couvrir l'Amérique du Sud d'une manière incroyablement homogène. Tous les systèmes agricoles sont en train de s'homogénéiser, de manière à se mécaniser plus, etc. L'homogénéisation des systèmes est importante, l'homogénéisation des semences va avec. Donc, et évidemment, s'il y a très peu de boîtes qui produisent des semences, tout le système de Darwin, parce que chez les plantes cultivées, le système de Darwin, il a marché. Depuis le temps qu'on cultivait des plantes, eh ben, elles se sont différenciées. Chaque agriculteur avait son lot de semences et il y avait une grande diversité. On est en train de perdre toute cette diversité parce que très peu de boîtes vont posséder toutes les semences. Et le résultat, c'est qu'on va perdre toute possibilité d'évolution de nos graines et toute possibilité de résistance à une attaque. Alors, je passe là-dessus. Alors, est-ce que c'est grave qu'il n'y ait plus de diversité chez les semences? Eh bien, vous inquiétez pas, les semences sont toutes pareilles, mais il y a des grands esprits qui ont décidé de s'en occuper, comme par exemple Bill Gates. J'ai oublié de vous dire, Bill Gates, c'est le premier actionnaire de Monsanto, si vous ne le saviez pas. Et donc, il va garder la diversité au frigo. Et voilà, là, on boucle avec le début de l'exposé. On a fabriqué un immense frigo souterrain en Norvège, et dedans, on va mettre toutes les semences de la planète. Enfin, pas toutes, mais un échantillon. Bon.
et vous voyez que ces graines vont mourir, et qu'on aura sur Terre des semences totalement homogènes, et puis sous Terre, des graines mortes avec de la diversité génétique. Je ne sais pas si c'est le monde dont vous rêvez, mais pas moi. Je pense qu'il est encore temps de dire que le progrès, c'est pas ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a des tas de progrès qui ont été faits dans l'agriculture, et il continue à y en avoir. Ceci dit, aujourd'hui, si on réfléchit à ce que c'est que le progrès, ben, l'agriculture est en train d'appauvrir la diversité. La pollution et tout ce que nous changeons sur l'environnement est en train... Vous savez que jusqu'à présent, dans les discussions sur le progrès, il y avait un truc qui était l'argument définitif, c'est la preuve qu'il y a du progrès, que ça continue, c'est que la durée de vie continue à augmenter. Bon, ben ça, c'est fini. Il faut bien le savoir. La durée de vie a rediminué déjà aux USA. En France, elle stagne, mais la durée de vie en bonne santé est déjà diminuée depuis plusieurs années. Donc les marqueurs officiels du progrès sont en baisse aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le progrès est fichu, ça veut juste dire que cette obéissance aveugle au progrès technique est une erreur, qu'il faut se donner le mal de choisir entre des progrès possibles, et que parmi les progrès possibles, eh bien, ceux qui devront être gardés, ce sera ceux qui non seulement respecteront les humains, mais aussi respecteront un minimum leur environnement. Et je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui si on veut réfléchir au progrès qu'on souhaite pour l'avenir. Donc, voilà, je pense que si on... J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à une grosse catastrophe pour y arriver, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut que les humains reprennent en main le progrès et arrêtent de laisser des systèmes technocratiques le décider pour eux. Voilà, je vous remercie. Sinon, eh bien, voilà, il se passera ce qui se passe quand on arrête un système dynamique. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Mais nous avons encore le temps de débattre. Donc, il y a 1 ou 2 micros qui vont circuler dans la salle. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à montrer un dessin, etc. Alors, qui veut commencer ? Oui, très bien. Donc, voilà, ici. Monsieur, au revoir. Très bien. Merci beaucoup pour la clarté de tout ça. Je voulais juste vous dire qu'il y a des gens effectivement qui restaient sur des espèces, mais c'est un peu bête, hein, c'est juste parce qu'on ne nous l'a pas expliqué. Il n'y a pas que des gens qui s'accrochent à ces anciennes idées-là, mais il y en a sûrement beaucoup quand même. Et simplement, non, ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est que il y a quelque chose qui apparaît de façon très transversale et qui envahit tout, c'est l'uniformisation. Enfin, c'est-à-dire, moi je pensais dans votre exposé, je me disais, tiens, ça y est, ça se dénonce aujourd'hui, mais que dans peu d'endroits, que par exemple le discours sur l'analyse économique mondiale est toujours le même. On matraque et tous les économistes nous rabâchent. Quelques intérêts quand même. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ces phénomènes de concentration, quoi. Concentration dans la possession des graines, concentration dans l'idéologie économique, concentration, voilà quoi. Enfin, ça dépasse la question de la biodiversité. Alors sur la première partie de votre intervention, bien sûr, je ne dis pas que chacun d'entre nous est désespérément accroché à la vision biblique, mais je pense que notre culture est fondée là-dessus, et que du coup, c'est difficile, même pour les scientifiques d'ailleurs, et du coup, de s'en sortir, et que du coup, c'est ça qui se raconte. Et comme vous dites, ben voilà, une fois que les choses se racontent, c'est difficile d'aller contre. Moi, je suis d'accord avec vous sur ces problèmes d'homogénéisation. Et il y a quelque chose d'ailleurs que je trouve un petit peu dommage, c'est que, d'une certaine façon, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « ce que tu fais là, c'est de l'idéologie », c'est une insulte. Comme s'il n'y avait plus d'idéologie, comme s'il n'y avait plus que la technique qui était la solution. Hein, l'histoire de la faim dans le monde, par exemple, c'est intéressant. On vous a dit et répété que les OGM allaient régler le problème de la faim dans le monde. Pour le moment, on n'a jamais trouvé un OGM qui augmente la productivité des plantes par unité de surface. Ça diminue le temps de travail, mais ça n'augmente pas la productivité à l'hectare. Donc pour le moment, ça ne règle rien. Mais même si ça arrivait, je pense que vous savez tous qu'actuellement, on produit assez à manger sur Terre pour tout le monde. Il n'y a pas de manque de nourriture. Pourquoi il y a 1 milliard de gens qui n'ont pas assez à manger et plusieurs centaines de millions qui meurent de faim? Parce que la distribution est trop inégale. Si vous augmentez, même si vous augmentez la productivité totale, si vous augmentez les inégalités de revenus, vous augmenterez le nombre de gens qui meurent de faim. Faire une agriculture ultra-technologique à base d'OGM, d'avions pour répandre les pesticides, etc. Évidemment que ça augmentera les inégalités. Donc dire je vais résoudre... Parce que je connais moi plein de collègues qui croient sincèrement qu'ils vont régler le problème de la faim dans le monde avec leurs OGM. Hein.
Et quand je leur dis, mais non, ça ne marche pas, parce qu'il y a trop d'inégalités, ils disent, mais ça, c'est de l'idéologie. Genre, moi, je travaille pour Monsanto, mais il n'y a pas d'idéologie, j'essaie juste d'augmenter la productivité des plantes. Mais vous voyez que cette attitude ne fonctionne pas, parce que augmenter la productivité des plantes, si vous le faites sans diminuer les inégalités, ça fera juste plus de gens qui meurent de faim. Donc vous voyez, on est dans une situation compliquée où la chose dont vous parliez, l'homogénéisation, elle est là. Elle est sur le fait que tout le monde cherche des solutions techniques plutôt que d'essayer de voir comment notre idéologie peut dysfonctionner sur certains sujets. Et je pense que, bien sûr, l'économie, c'est un exemple évident. Hein, c'est-à-dire que les économistes vont vous dire c'est comme ça. Mais non, c'est comme ça dans le système idéologique actuel. Évidemment que ça serait autrement si on faisait autrement. Merci pour votre exposé. Je voudrais vous poser une question. Si j'ai bien compris votre conférence, la question du progrès, on a des choix à faire dans les différentes possibilités de progrès. Et justement, la question de, par exemple, la thérapie génique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est pas forcément un choix qu'il faut qu'on prenne, nous aujourd'hui, l'humanité? Moi, je suis justement, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, ça serait que les humains se posent la question de savoir quelles sont les limites à leurs actions qu'ils veulent se donner, en fonction de ce qu'ils considèrent comme étant la dignité humaine, le respect d'une certaine naturalité, le respect d'un fonctionnement biologique général, etc. Si jamais les humains sont capables de se fixer des limites, à la limite, quelles que soient ces limites, ça ne me dérangera pas. C'est s'ils s'en fixent aucune que ça m'inquiète. La thérapie génique, en soi, moi, ça ne me pose pas de problème. Simplement, vous savez, la thérapie génique, c'est vraiment compliqué. Effectivement, je pense que ça peut régler des problèmes, mais il y a beaucoup plus simple, c'est le tri d'embryons. Plutôt que de faire de la thérapie, vous éliminez les embryons malades. C'est une forme nouvelle d'eugénisme. Moi, je vous conseille d'aller voir, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez louer le DVD, il est très très bien, ce film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, dans lequel il est parfaitement montré, mais un monde auquel on ne peut pas échapper si jamais on continue comme actuellement. Parce que dire, ah oui, les gens, ils peuvent choisir, ils peuvent bien faire trier leurs embryons pour éliminer les maladies, et tant que c'est de l'ordre du choix individuel et que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas de l'eugénisme méchant, c'est de l'eugénisme démocratique. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que si tout le monde commence à faire trier ses embryons, ceux qui ne les feront pas trier, ils seront foutus. Hein, les assurances ne voudront pas assurer leurs descendants. On verra un jour des enfants qui porteront plainte contre leurs parents parce qu'ils ont une maladie génétique que leurs parents leur ont laissé porter, etc. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur quelles sont les limites qu'on se donne, sur ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est que faire un descendant. Or c'est un problème horriblement compliqué, vous savez, actuellement. Hein, d'autant qu'il y a interagissent sur ce problème de la procréation des tas de choses, comme entre autres toutes les questions de sexe et de genre. La demande de gestation pour autrui de certains groupes homosexuels, etc., etc. Et vous vous retrouvez d'ailleurs de façon assez intéressante avec des groupes gauchistes en quelque sorte, mais qui s'opposent frontalement. J'ai vu l'autre jour un conflit terrible entre un groupe qui s'appelle PMO, qui est un truc anti-technologique très dur, et puis un groupe de lesbiennes qui arrivait et qui voulait les empêcher de faire leur conférence parce que justement sur ces questions-là, ils sont en opposition. On est dans des problèmes idéologiques fondés sur nos capacités technologiques posent des problèmes idéologiques vraiment inédits. Et je pense que ça serait vraiment important qu'on y réfléchisse et qu'on ne laisse pas juste faire la technologie tout ce qu'elle veut, c'est tout. Je ne vous dis pas quelle est la réponse, mais j'aimerais bien qu'on cherche une réponse et qu'on ne se laisse pas juste emporter sans avoir décidé rien du tout. Oui, bonjour. J'essaye de reformuler ce que vous nous avez dit, mais vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous dites que ce qui est sacré, c'est pas tant la nature elle-même que la vie de la nature, donc son évolution. Est-ce qu'on peut dire ça? Le mot sacré, mais... Oui, justement, parce qu'il y a tout un débat sur le sacré aujourd'hui. Oui, non, mais je trouve que c'est une manière intéressante de poser le problème. C'est vrai qu'on a eu le concept de sacré qui réglait un certain nombre de problèmes avant. C'est pas que ça a imposé aussi, mais... Et qu'on n'a plus ce concept-là, et qu'aujourd'hui, ce qui nous manque un peu, c'est ça, effectivement. Donc, oui, je pense qu'il y aurait un travail à faire pour
pour essayer de décider collectivement dans nos sociétés qu'est-ce qui doit être préservé, qu'est-ce qui doit être protégé, effectivement, dans cette dynamique de la nature. Moi, je crois qu'on aurait besoin non seulement d'une déclaration des droits de l'homme, mais d'une déclaration des droits de la nature et de l'homme. Des droits de l'homme, enfin de la nature dans le monde de l'homme, quoi. Enfin, comme le dit Fabrice Flippo, le problème, c'est l'ordre de la relation entre l'homme et la nature. Oui, merci pour votre exposé qui était vraiment très intéressant. Si. Je me pose une question que vous allez trouver basique. Non. Quand je vais au marché le samedi matin à Nantes, j'ai retrouvé des anciens légumes qu'avait ma grand-mère et que j'avais oubliés. Ouais. Donc j'ai l'impression que ces légumes reviennent un peu sur le marché. J'ai trouvé des nouvelles tomates que je ne connaissais pas non plus, qui sortent de l'INRA, qui ont été retravaillées. Et du coup, je me demande si la notion de biodiversité ne doit pas intégrer une notion de périmètre géographique. Est-ce qu'on peut parler de la même biodiversité à un niveau local ou régional comme Nantes, comme au niveau mondial, comme vous avez évoqué tout à l'heure, avec le problème des non, vous avez parfaitement raison. Ce qui... Oula, pardon, je suis parti. Ce qui fait la... Si vous voulez, ce schéma-là, il suppose une zonation géographique. Vous ne pouvez pas avoir une production de diversité globale dans un système totalement globalisé. Il faut que chaque lignée ait un petit peu, au bout d'un moment, son espace à elle. Donc, si jamais on mélange tout, et je pense que ça fait partie des causes graves de disparition de la biodiversité à l'heure actuelle, c'est qu'en mélangeant tout, on empêche ce processus de fonctionner. Alors, pour ce qui concerne les anciens légumes, etc., vous savez que c'est un problème très compliqué, puisque d'un côté, il y a une boîte qui s'appelait Cocopelli qui a essayé de commercialiser des anciennes semences, mais qui, quand elle a réussi à prendre 0,05% des parts de marché, a été immédiatement attaquée frontalement par les semenciers qui veulent faire des OGM et compagnie et qui veulent vraiment posséder toutes les semences et qui ne supportent pas la concurrence, donc ils ont réussi à les virer. Donc maintenant, ils sont en Suisse. Mais ça a quand même relancé un peu une certaine machine. Et puis l'INRA a eu l'intelligence de jouer ce jeu-là, mais il y a aussi des boîtes qui nous ont un peu arnaqué là-dessus. Par exemple, la tomate cœur de bœuf, qui est une vieille tomate qui existe depuis très longtemps, maintenant, elle a été brevetée. Et donc si vous achetez de la cœur de bœuf, elle n'a plus du tout d'ailleurs le goût de la cœur de bœuf que vous aviez chez vos grands-parents. Et c'est un truc totalement breveté, on s'est fait avoir sur ce coup-là. Donc bon, mais effectivement, si on veut faire de la biodiversité, il faut qu'il y ait un minimum de localité, effectivement, de choses qui se débrouillent. Si les semences ont de la diversité, c'est parce que chaque agriculteur, dans ses champs, avec ses pratiques à soi, a sélectionné des lots de semences qui étaient originaux. Et du coup, l'ensemble de tous les agriculteurs du monde, ça a donné comme un résultat tout à fait extraordinaire. Vous ne pouvez pas du tout imaginer que 5 ou 6 boîtes puissent faire un travail comparable en termes de diversité. La dynamique de la biodiversité qui a fonctionné du néolithique jusqu'au XXe siècle, parce que chaque agriculteur remet ses semences, eh bien, elle est totalement arrêtée aujourd'hui. Et au contraire, on est en effondrement total parce qu'on a perdu toute cette diversité. Et moi, je travaille avec des chercheurs qui essayent de faire retravailler les agriculteurs à produire de la semence de manière à remettre en œuvre des systèmes de production de diversité dans les semences. C'est faisable, il n'y a pas de problème technique. Et manifestement, les essais qui sont faits actuellement montrent qu'on arrive très bien à avoir des rendements tout à fait corrects avec ces méthodes-là. Mais le problème, c'est qu'on se heurte au lobby des semenciers, qui, eux, évidemment, ne vont pas être d'accord. Ils ont déjà fait fermer Cocopelli, ils feront ce qu'ils pourront pour que ce genre de choses ne se fasse pas. Et évidemment, c'est incompatible avec le fait qu'il y ait des gènes brevetés qui traînent dans la nature. Si on cultivait des OGM, ça serait foutu pour le fait de remettre en œuvre des systèmes de sélection participative où les agriculteurs resèment leurs semences, puisqu'ils n'auront pas le droit, dans la mesure où ils auront tous été contaminés par les OGM des voisins. Donc moi, je ne sais pas s'il y a des bons OGM ou des mauvais OGM, mais pour qu'un OGM soit vraiment bon, il faut au moins une chose, ça serait que les gènes qui sont dedans ne soient pas brevetés. Alors ça n'existe pas. Merci pour votre exposé, effectivement très intéressant. Sur l'histoire de la sélection des graines, ouais. Alors je ne me rappelle plus du nom de l'Indienne qui a créé une bourse en fait en Inde. Oui, son nom. Nana Shiva. Oui, c'est ça, voilà. Qui effectivement, elle, est en train de récupérer, de récolter essayer de récupérer du moins chez les paysans les anciennes graines et qui essaye de les faire se développer. Je pense que ça c'est intéressant, sauf que le problème c'est qu'effectivement. Elle est.
Si jamais ces graines sont contaminées par des machins brevetés, elle va se retrouver sous le coup de la loi. Et vous voyez, c'est un problème vraiment de philosophie. Il y a un très bel exemple, hein, et je voudrais que vous compreniez que beaucoup de scientifiques dans ces affaires sont absolument convaincus de faire le bien. Hein, que, bien sûr, ils travaillent avec Monsanto, ils gagnent de l'argent en plus, tant mieux, mais ce n'est pas seulement ça, ils sont convaincus de faire le bien. Vous savez peut-être que dans certaines zones du monde, à force de ne plus cultiver que du riz et de ne plus faire manger que du riz aux enfants, eh bien, il y a des carences en vitamines qui font que les enfants deviennent aveugles. Et il y a des gens qui... Et évidemment, la solution, elle serait simple. Hein, c'est qu'avant, autour des champs de riz, on mettait des champs d'aubergines qui produisent la vitamine en question, et puis on mettait un peu d'aubergine dans le riz, et ça faisait un plat tout à fait équilibré qui permettait aux enfants d'être en pleine forme. Seulement, on a enlevé l'aubergine parce que c'est pas suffisamment mécanisable. Il n'y a plus que du riz, et donc il n'y a plus de vitamine. Bon. Donc il suffirait de dire, remettez 3 rangs d'aubergines autour de vos champs de riz, on n'en parlera plus. Mais non, ça c'est une option. L'autre option, c'est de dire, mais on va faire un riz transgénique qui contient le gène produisant la vitamine. Et donc voilà, ça s'appelle le riz doré. Et les chercheurs qui font ça, ils sont convaincus de faire le bien. Vous voyez, et ces deux solutions à la même question, comment faire pour que les enfants aient assez de vitamines, l'une c'est de dire, mettons un minimum de biodiversité dans les cultures, et l'autre c'est de dire, on va faire, très bien, on fait un seul riz pour tout le monde, mais ce riz va contenir le gène de, alors évidemment, de cette vitamine. Alors évidemment, après on va trouver qu'il manque autre chose, il faudra remettre un autre gène dans le riz, puis à chaque fois qu'on remettra un gène qui fait un truc de plus, le riz produira encore moins, donc un jour ou l'autre on aura des riz qui produiront plus rien du tout, mais c'est surtout, vous voyez, cette philosophie différente hein, qui est essentielle à comprendre. Je pense qu'on est dans des questions de philosophie, d'idéologie, et les solutions techniques sont inféodées à l'idéologie dans laquelle on se place. Vous voyez, pour beaucoup de chercheurs que je connais, mettre le gène de production de vitamines dans le riz, c'est la solution technique. L'idée qu'on pourrait cultiver aussi des aubergines, ça ne revient même pas à l'esprit. Alors, si pas de questions. Alors, j'en ai une question aussi, parce que, donc, en fait, vous enseignez... Oui, il y en aura une, d'accord. Parce que vous enseignez, en fait, donc, en dehors du Muséum national d'histoire naturelle, à Paris, Agrotech, dans d'autres endroits. Donc, il y a différents lieux d'enseignement. Et donc, en fait, le message, hein, ou les messages que vous donnez, est-ce qu'ils sont bien compris? Est-ce que vous rencontrez de la résistance? Et puis, il y a aussi le fait que vous avez siégé dans un certain nombre de comités d'éthique ou de comités de vigilance. Et donc, finalement, est-ce que vous êtes entendu, écouté, entendu? Et donc, est-ce que les graines que vous semez vont faire de l'effet? Ou bien est-ce que vous êtes finalement plutôt pessimiste par rapport à cela? Bon, écoutez, moi je suis pas d'un naturel extrêmement optimiste, pour tout vous dire, mais quand on raconte tout ça à des jeunes, en général, je crois qu'ils sont plutôt réceptifs. Bon, j'ai une ancienne étudiante dans la salle, je ne sais pas, vous aurez qu'à lui demander, mais ils sont plutôt réceptifs. Mais après, elle est partie s'occuper d'agriculture biologique, alors donc elle a dû être vraiment réceptive, mais effectivement, il y en a d'autres qui vont travailler chez Monsanto. Hein. Et ceux-là, évidemment, ils vont un peu oublier ce qu'ils ont pensé quand ils m'ont écouté. Mais quand même, pour moi, l'idée, c'est que plus il y aura de gens qui auront compris ça. Donc, c'est vrai que j'ai enseigné pendant 14 ans à Polytechnique. Maintenant, je suis à Sciences Po, à l'agro, à Normal Sup. J'essaye vraiment de faire que les jeunes scientifiques aient un peu compris tout ça. Je dois vous dire que je suis allé qu'une seule fois à l'ENA. Et là, ça a été intéressant, hein, parce qu'ils m'ont dit, mais combien ça vaut la biodiversité? Alors, je leur ai dit, vous savez, ça se compte peut-être pas comme ça. Si vous ne pouvez pas donner une valeur, alors vous ne savez quand même pas qu'on va s'en occuper. Hein, ça a été bon. Hein. Ça, parmi les réformes à faire, il y a la réforme du système politique. Moi, au début, quand j'ai entendu parler de gens qui disaient qu'il fallait arrêter les élections et faire comme pour les jurys avec des tirages au hasard, j'ai trouvé que c'était fou. Puis à force de lire les gens qui proposent ça, je trouve que c'est de plus en plus malin, parce que si on veut arrêter d'avoir les mêmes couillons qui viennent tous du même moule, il va... Bon. Non, mais c'est la concentration. Hein. Absolument. Donc en tout cas... en tout cas, oui, je pense... Et puis, j'ai quand même eu quelques... Je comprends vraiment pas ce que je fais. J'ai quand même eu quelques étudiants...
qui ont eu un peu d'impact après. Par exemple, j'ai enseigné l'écologie à Nathalie Kosciusko-Morizet, et je dois dire qu'effectivement, quand elle a été ministre, elle s'est battue à fond contre le développement des OGM, etc. Donc, oui, on peut avoir une petite action, mais c'est vrai qu'on est en face d'un rouleau compresseur économico, idéologico, financier, oui, on va dire ça comme ça, contre lequel on a un peu l'impression qu'il va falloir quand même une vraie mobilisation citoyenne. Il ne suffira pas que les gens soient au courant. Est-ce que vous pensez que Pierre Rabhi, vous l'avez peut-être rencontré, est-ce que son attitude vous paraît celle qui finalement est... C'était à la sortie autrement un livre qui s'appelle Nos voix d'espérance, où on a chacun écrit un chapitre. Donc, oui, non, mais bien sûr, ça fait partie. Mais vous lisez Pierre Rabhi, vous voyez qu'il y a des solutions. Vous allez regarder les documentaires de Marie-Monique Robin, les 2 derniers documentaires, parce qu'elle a fait des documentaires qui dénonçaient Monsanto et compagnie, puis les 2 derniers qu'elle a fait, c'est au contraire sur des choses qui marchent. Hein. Et elle a fait Les moissons du futur, je crois, qui montrent des systèmes d'agriculture, d'agroécologie qui fonctionnent vraiment. Hein. Et puis le dernier, là, s'appelle Sacrée Croissance. Bon, c'est sur justement des systèmes qui permettent de se passer de cette économie folle dont on parle, et des monnaies locales qui permettent de régler des tas de problèmes, etc. Il y a des solutions. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Justement, il faut sortir du discours unique que vous dénonciez tout à l'heure. Il y a des solutions. Pierre Rabhi, Marie-Monique Robin, etc. Il y a des tas de gens qui en montrent. Il y a de quoi faire. Mais maintenant, il va falloir se remuer un peu pour que ces solutions soient effectivement prises au sérieux par nos décideurs, qui n'ont pas l'air d'être prêts à ça. Je vous remercie aussi pour votre intervention. Je suis aussi un de vos anciens élèves, donc, mais je vous réécoute avec plaisir. Merci. Et en fait, j'avais 2 questions qui sont un petit peu scientifiques sans trop l'être. La première, c'est pour faire le lien avec les nanotechnologies, puisque, même si on va dire qu'il n'y a pas forcément un débat public autour de ça, ça arrive quand même jusqu'aux oreilles de pas mal de monde, qu'il y a des nanotechnologies qui sont présentes un petit peu partout, qui sont soit potentiellement toxiques pour les cellules, ou soit pour les gènes eux-mêmes, qui se diffusent très largement dans, on va dire, toutes les espèces, un petit peu partout. Du coup, dans votre travail, quelle est la place, est-ce que cet aspect de nanotechnologie, vous le considérez, et quand vous connaissez des personnes qui concrètement essayent de quantifier ça, donc savoir ce degré de propagation? Ça, c'était une première question par rapport à ça. Et une deuxième qui est juste un peu une curiosité intellectuelle, c'est de savoir finalement, si on regarde le tableau un petit peu potentiellement noir du futur, avec donc l'humain qui tend à uniformiser complètement finalement la nature qui la nourrit et qui est donc potentiellement détruit en fait son propre environnement. Est-ce qu'à l'échelle du vivant, cette situation existe, c'est-à-dire parfois une espèce qui va complètement étouffer autour de soi pour, par exemple, ne protéger qu'un seul nutriment, une autre espèce qui la nourrit, et paf, il y a un truc qui passe, qui tue son nutriment, et du coup ça crée un vide, et autour de ça, ça se recompose de nouveau. Alors, pour votre première question sur les nanotechnologies, moi, je n'ai pas travaillé précisément dessus. J'ai appartenu à une association qui s'appelait Vivagora, qui a essayé de promouvoir des débats sur ces questions. Il y a Bernadette Bensaud-Vincent, qui est une philosophe, qui a travaillé là-dessus. Donc, vous pouvez lire ce qu'elle a fait. C'est du bon travail. Elle a vraiment documenté ces questions. Mais moi, je ne m'y suis pas intéressé directement. Et c'est vrai que les nanotechnologies ont montré... justement, je vous parlais tout à l'heure de ce groupe qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, qui est donc un groupe d'activistes anti-technologiques et qui sont vraiment montés au créneau sur les nanos en disant, sur les biotech, on nous a eu, parce qu'on a fait des tas de débats. Et puis tout compte fait, on a continué à faire les trucs comme si on n'était pas là. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a toujours pas d'OGM ici, enfin toujours d'OGM cultivés, parce que les OGM, on en bouffe, mais pas cultivés. Donc ça a quand même un peu marché, mais c'est pas grâce au débat, c'est grâce aux faucheurs, c'est grâce à des actions pas très démocratiques en réalité. Donc ce groupe Pièces et Main-d'œuvre a dit, ben voilà, puisque c'est comme ça, nous on veut plus de débat. Et ils ont réussi à empêcher les débats sur les nanos de se tenir. Alors est-ce qu'ils ont raison ou pas? Moi je ne discute pas de ça, mais effectivement j'ai l'impression qu'actuellement les nanos sont en train de s'implanter
sans qu'il y ait eu encore une fois de vraies réflexions, et sous l'action, entre autres, des transhumanistes qui pensent que c'est avec ça qu'on améliorera les humains. Donc évidemment qu'il y a des choses intéressantes à faire avec les nanotechnologies, comme avec les biotechnologies. D'ailleurs, moi, je ne suis pas contre les biotechnologies, hein, j'espère que vous ne pensez pas ça. Je suis très content que les diabétiques puissent avoir de l'insuline produite par des bactéries OGM. Tant que vous mettez des bactéries dans un réacteur fermé et que vous leur faites produire de l'insuline, c'est bien plus sain que d'aller extraire des médicaments de cadavres ou autres. Vous pouvez transférer des maladies avec. Les biotechnologies ne posent pas des problèmes en elles-mêmes, elles posent des problèmes quand il y a des gènes brevetés qui du coup sont transmis ou quand il n'y a pas assez de surveillance. Et le problème des biotechnologies, des OGM, plantes cultivées actuellement, il est lié au fait que, j'espère que vous comprenez qu'actuellement il y a un enjeu énorme. Si les entreprises de biotech réussissent leur coup, elles seront propriétaires de toute la nourriture de l'humanité. Elles auront un pouvoir énorme. Donc évidemment qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire dans la dentelle. Elles ne peuvent pas se permettre d'accepter qu'on dise qu'il y a un truc qui est un petit peu dangereux dans ce qu'elles font. Il vaut mieux carrément faire des manips fausses et truquées que d'empêcher un truc comme ça de se faire. C'est tellement important sur le plan financier que, bien sûr, on ne peut pas avoir la moindre confiance dans les tests que feront les entreprises sur ces questions. Et évidemment, d'ailleurs, ça ne devrait pas être les entreprises qui font les tests sur leurs propres produits. Et ça, je peux vous dire comment ça s'est passé parce que j'étais là. Hein. On a dit, voilà, il faudrait... On a dit, non, ce n'est pas à l'État de payer les tests sur les produits que font les entreprises. Quand même, ce n'est pas aux contribuables de se farcir de payer le coût du test si jamais c'est les entreprises qui en veulent commercialiser un produit. Donc, il faut qu'il y ait une instance indépendante qui soit fabriquée, qu'elle soit financée par les entreprises, mais que ce soit une instance indépendante qui teste la dangerosité des produits. Les entreprises ont dit, niet, nous, si ce n'est pas chez nous, on ne finance pas. Donc elles font les tests chez elles, avec tout le secret industriel derrière, on ne peut même pas savoir ce qui sort de leurs tests, et on devrait avoir confiance là-dedans. Bon, évidemment, je ne peux pas avoir confiance. Vu les enjeux économiques, ces entreprises ne peuvent pas être honnêtes. Hein, c'est pas possible. Donc on est effectivement dans une situation, vis-à-vis des nanos, qui risque fort d'être du même ordre. Voilà, ça c'est après. Donc je n'ai pas confiance non plus dans la façon dont ça va se développer. Ça ne veut pas dire que je pense que les nanos sont mauvaises, je pense qu'elles se développent encore une fois dans une ambiance délétère sur le plan économique et moral. Alors, votre deuxième question, c'était quoi déjà? C'était si c'était à l'échelle de la nature. Ah oui, alors en fait, certainement il y a eu des cas, mais plus petits, vous voyez, un insecte qui a complètement bouffé la plante dont il avait besoin et qui du coup s'est éteint avec elle, etc. Mais c'est resté plus localisé. Les grandes crises d'extinction qu'on connaît sont dues plutôt à des météorites, des volcans, etc., sauf une, où il y a effectivement un groupe de formes vivantes qui a foutu la planète en l'air et qui a provoqué l'extinction de plein de trucs qui vivaient en même temps qu'elle, mais c'est très vieux, c'est l'invention de la photosynthèse. Les plantes, les algues, et donc tout ça, ça vient de bactéries qu'on appelle les cyanobactéries, qui savent faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils savent prendre le CO2 de l'air, le mélanger avec de l'eau et fabriquer du sucre à partir de là. Et à partir du sucre, ils ont de l'énergie, elles peuvent pousser, etc. C'est une invention géniale, sauf que ça rejette de l'oxygène. Et à l'époque, l'oxygène, c'était un poison violent. Ça reste un poison violent pour des tas de bestioles, c'est pour ça que vous pouvez désinfecter vos plaies à l'eau oxygénée, ça tue plein de choses. Et donc, quand ces cyanobactéries ont fabriqué plein d'oxygène et que l'atmosphère s'est remplie d'oxygène, alors là, ça a certainement été une catastrophe planétaire pour la vie de l'époque. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir à ces cyanobactéries. Elles n'avaient pas nos connaissances sur les conséquences de leurs actes. Ouais. Voilà, merci. Encore non, pas d'autres questions? C'est bon. Ben, écoutez, merci pour vos questions. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis donc, vous allez pouvoir continuer, regarder les livres qui sont sur la table à l'entrée. Voilà, continuer à échanger de façon... Voilà. Et puis, donc, on vous reprécisera aussi si ça se passe, si les prochaines conférences se passent
au CNAM à Nantes ou ici, hein, donc on va recroiser nos calendriers. En tout cas, merci à Catel Delaune et puis à ses collègues d'avoir assuré la partie technique. Merci également pour la production de dessins. Donc on ramasse les copies, bien sûr, nous ramassons vos dessins pour pouvoir les exposer, les photographier, etc. Donc merci.